Eh ben, merci d'avoir répondu présent à cette troisième édition du Salon du Livre à Sériac. Après l'organisation des conférences les 2 années précédentes, l'association Nid Plume a fait le choix cette année d'une table ronde ayant pour thème liberté d'expression, info ou intox. Pour échanger sur ce vaste sujet, nous avions invité 2 journalistes, Nicolas Bouvier, qui nous fera le plaisir de se présenter dans un instant, et Lise Joly, qui malheureusement s'est désistée il y a quelques jours. Pour pallier à cette situation, Jean-Marie et moi poserons dans un premier temps un certain nombre de questions à notre invité, pour ensuite vous donner la parole. Je pense que nous resterons ensemble environ 1h30. Voilà, Jean-Marie, je te laisse le micro. Oui, alors merci Serge, merci à Nicolas Bouvier d'avoir rejoint cette table ronde. En effet, Lise Joly, qui était conviée, a eu un problème. Alors, elle est animatrice à Radio Vicomté, donc c'est une collègue. Je l'ai rencontrée jeudi à la fin de son émission et elle était vraiment désolée. Elle s'est trompée malheureusement de date sur son agenda. Bon, elle a des problèmes personnel en ce moment et c'est vrai que l'erreur est humaine. Voilà. Alors pour le déroulé de cette table ronde, nous allons poser des questions à Nicolas. Il va y répondre sans filtre, sans tabou. Sans tabou. Je donnerai bien entendu à certains moments la parole à vous, public, à qui vous pourrez également poser des questions à à Nicolas. Et suivant l'avancée des débats, si on a abordé un sujet, à la fin du sujet, on pourra poser des questions, 2 ou 3 questions dans le public, histoire de ne pas vous laisser en route. Voilà, on va peut-être commencer maintenant, commencer ce débat. Alors, je vais quand même présenter Nicolas Bouvier, qui est auteur. Nicolas, je l'ai rencontré, il y avait quelques années, il avait quelques années de moins, même s'il n'est pas vieux. Il venait d'écrire son premier livre sur le harcèlement scolaire. Je l'ai interviewé pour Radio Vicomté. J'aimerais savoir, Nicolas, ce parcours auteur et devenir journaliste indépendant, quel a été l'élément déclencheur donc, de ce changement de titre, de profession? Alors déjà, merci à tous d'être là, bonjour à tous. Je suis ravi que vous soyez présents à Sériac. C'est le seul salon maintenant que je fais dans l'année. Je n'ai plus rien à vendre, entre guillemets, à part mes derniers ouvrages à déstocker. Ce changement, il a été vraiment hasardeux. C'est-à-dire que j'ai passé, certains disaient même que je hantais les salons du livre parce que j'étais omniprésent de 2011 à 2019, un peu partout dans la région. Et j'ai commencé mon parcours en 2011 avec le harcèlement scolaire, qui était mon combat premier, puisque j'ai été victime au collège il y a 20 ans. Et malheureusement, aujourd'hui, le harcèlement scolaire, non seulement est toujours d'actualité, mais est encore pire que ce que j'ai pu vivre. Ce n'est pas le sujet de la conférence, mais ça a eu un impact considérable dans mon parcours après. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que on a tous vécu le Covid d'une certaine manière. Et j'ai fait partie des gens qui étaient appelés par le président de la République les non-essentiels. Et j'étais à l'époque guide à l'ASCO 4, que tout le monde connaît. À l'époque, il y a eu les confinements, il y a eu le pass sanitaire, il y a eu le pass vaccinal, il y a eu beaucoup de choses. Et je le dis parce que demain, c'est une journée importante, étant donné que ça fera 4 ans demain que le pass sanitaire a été appliqué partout en France. Et j'ai fait partie des suspendus qui, à l'époque, ont connu le pass vaccinal. Et donc, j'ai été le seul guide suspendu à l'ASCO en 2022. Et indirectement, ça a eu un impact considérable dans ma carrière à venir, que je ne pensais pas être du journalisme, puisque je n'ai jamais fait d'école de journalisme. J'ai travaillé 2 fois dans le journalisme en saisonnier, comme secrétaire de rédaction à l'Écho de la Dordogne en 2012 et à la Dordogne Libre quand j'avais 20 ans. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que au cours de l'année 2022, donc au-delà de ces événements politiques, eh bien, je voyais beaucoup de gens autour de moi qui faisaient des vidéos, des émissions. J'avais une chaîne YouTube qui porte mon nom, qui était quasiment à l'arrêt, où je postais très peu de choses, hormis mon combat contre le harcèlement scolaire et mes interventions médiatiques. Et puis, je suis tombé sur un ouvrage. Donc, ça tombe bien, on est dans un salon du livre. Je suis tombé sur un ouvrage d'un auteur toulousain qui s'appelle Mathieu Biazotto, que j'ai encore reçu récemment en émission,
qui a écrit un livre qui est sorti en 2021 et qui s'appelle La pelote de laine, avec une suite, La pelote bleue. Et en fait, il a expliqué son déclic durant le Covid du monde qui nous entourait. Et il faisait partie de ces gens, un peu comme moi, où quand on rentrait des courses en plein confinement, on désinfectait nos courses, on se mettait dans une situation abracadabrantesque. Il se mettait presque nu dans son garage et il se désinfectait parce qu'on allait se contaminer les uns et les autres. Il faut voir les traumatismes qu'on nous a fait subir depuis 2020. Et donc, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, c'est incroyable parce que ce n'était pas du tout son registre littéraire. Il était plutôt dans la science-fiction, dans le romanesque. Et comme je voyais qu'il y avait vraiment un mouvement qui s'amplifiait sur Internet, des émissions, des interviews, et pas forcément que de journalistes, des avocats qui faisaient des interviews à d'autres personnes, etc., je me suis dit, je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. Moi, j'ai l'habitude d'être de l'autre côté, d'être invité. Là, je vais animer moi-même. Donc, j'ai invité Mathieu, on a fait une super émission, et puis ensuite, j'ai invité. Et puis, je me suis pris au jeu. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. Et je suis passé de 500 à 10 000 abonnés sur YouTube. Donc, ça a été quand même une sacrée progression pour moi, à tel point que j'ai quitté l'ASCO pour me consacrer exclusivement au journalisme. Alors Nicolas, on en sait un peu plus, mais pourquoi ne pas avoir choisi le titre de journaliste indépendant et non pas le titre de lanceur d'alerte, puisque souvent les avocats dont tu parlais ou les personnes qui allaient sur YouTube sont des lanceurs d'alerte et non pas le statut de journaliste indépendant. Alors, en fait, pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'au départ, je ne m'appelais pas journaliste. Enfin, je ne me considérais pas comme journaliste. C'est-à-dire que quand j'ai démarré les émissions, je disais animateur d'émission, tout simplement. Et puis, j'ai fait des émissions avec des journalistes que je recevais de différents médias. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu t'appelles pas journaliste? Tu fais du journalisme. Déjà, tu es un des seuls journalistes à lire les livres qu'on t'envoie. Déjà. Ça m'a surpris quand même, ça m'a montré quand même un certain problème dans le milieu. On m'envoie un livre, je le lis, et en émission, eh bien, je lis des extraits, j'explique le livre. Bettina, qui est ici, peut témoigner, puisque je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et on a discuté, on a débattu, etc. Et en fait, ce qui s'est passé après, lanceur d'alerte, c'est une définition bien particulière. Et je te remercie, Jean-Marie, de me poser la question, parce que des véritables lanceurs d'alerte, j'en ai reçu, et il y a une loi qui les encadre, c'est la loi Sapin 2 de 2016. Et il y a plusieurs échelons, c'est degré 1, degré 2, degré 3. Et en fait, un lanceur d'alerte met sa vie en danger. C'est-à-dire qu'au péril de sa vie, de sa carrière, de sa famille, voire de ses finances personnelles, il met sa vie en danger. Fort heureusement pour ma part, je n'ai jamais eu ce problème. Donc, je ne me considère pas comme lanceur d'alerte. C'est le cas aussi des journalistes qui mettent leur vie en danger. Donc, ça dépend lesquels. Parce qu'en fait, j'ai sur ma table, je ne l'ai pas apporté là, mais j'ai sur ma table 2 journalistes qui, eux, peuvent être considérés comme lanceurs d'alerte parce qu'ils ne sont plus parmi nous. C'est Claire Sévrac, qui, à l'époque, avait dénoncé notamment les épandages aériens ou encore l'arnaque climatique, et Serge Monast, qui est un ancien journaliste indépendant québécois, qui est mort en 1996, et qui dénonçait notamment certains aspects de la franc-maçonnerie, des projets militaires, de la NASA, etc. Eux, malheureusement, ils ne sont plus là pour en parler parce qu'ils ont reçu des menaces de mort. Mais à titre personnel, si jamais, je ne l'espère pas, il m'arrivait d'être enquiquiné, on va dire, dans ma vie personnelle, là, ce serait différent. Pour l'instant, j'allais dire, je peux encore m'exprimer progressivement. Ça va faire 400 émissions que je fais demain, et j'ai eu cette chance-là de pouvoir m'exprimer à peu près correctement jusqu'à présent. La censure que l'on subit, c'est celle d'Internet, c'est-à-dire les algorithmes notamment. Mais alors, tu parlais de 2 journalistes. Oui. Moi, j'en rajouterais peut-être une, qui est une journaliste connue et reconnue, qui est sur une chaîne de télévision, qui a sa carte de presse, donc qui est journaliste attitrée, si on peut dire, Lise Lucet, je ne sais plus son prénom, Élise Lucet, qui, elle, fait des émissions, qui est un peu un lanceur d'alerte, qui est aussi un journaliste d'investigation de terrain, qui a eu des menaces, qui a eu des plaintes, qui a eu des censures de la part de sa direction. Donc, même dans les journalistes avec une carte de presse, il peut y avoir des menaces. Bien sûr. Alors, Élise Lucet, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a eu pas mal de polémiques sur elle. Alors, j'apprécie beaucoup son travail par nature. Le seul problème, c'est qu'il y a 35 ans, elle avait beaucoup plus de courage pour dénoncer la pédocriminalité et qu'aujourd'hui, elle n'en a plus en la matière. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, à l'époque, elle avait reçu, ça remonte aux années 90, elle avait reçu Martine Bouillon,
et un commissaire de police notamment. Et ils avaient dénoncé notamment les viols d'enfants, la pédocriminalité. Et aujourd'hui, quand on lui parle de ce sujet, déjà peu de gens lui en parlent. Aujourd'hui, elle a, on va dire, une cible. Ce sont notamment les puissants, les chefs d'entreprise, les oligarques, ce qui est très bien. Mais bon, elle gagne 25 000 euros par mois, ce qui n'est pas non plus Une somme dérisoire. exceptionnelle pour un Une journaliste. somme exceptionnelle pour un journaliste. Moi, je ne vis que de dons, que de contributions, je le précise. Pour la table ronde d'aujourd'hui, j'ai refusé d'être payé parce qu'on me demandait combien je voulais gagner pour cette table ronde aujourd'hui. J'ai refusé parce que je ne viens pas pour ça, je viens pour partager quelque chose avec vous. Je ne viens pas pour l'argent, j'ai juste des livres à écouler, donc ça compensera. Et je remercie l'organisation pour tout l'événement. Mais le problème, c'est que pour moi, il y a une question d'éthique qui est derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu me permets, Jean-Marie, j'ai apporté la charte de Munich. La charte de Munich, peu de gens la connaissent malheureusement, et dans les écoles de journalisme encore moins. C'est une charte qui date du 24 novembre 1971 et qui a été adoptée à Munich par la Fédération européenne des journalistes, qui est une référence européenne concernant la déontologie du journalisme, avec le concours de Paul Parisot, son rédacteur, qui était le président du syndicat des journalistes français venant de la CFDT, qui est devenue Union syndicale des journalistes CFDT. Je vais être bref, mais il y a 10 devoirs de la charte, notamment de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Publier seulement les informations dont l'origine est connue, ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent, et ne pas supprimer les informations essentielles, ne pas altérer les textes et les documents. Ne pas utiliser de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. S'obliger à respecter la vie privée des personnes, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. Donc si on publie quelque chose de faux, on doit faire son mea culpa, c'est la base. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. Donc par exemple un pot de vin. Ne jamais confondre, alors ça c'est à retenir ça. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. Je peux vous dire que pendant le Covid, on a pris cher là-dessus. Et pendant les gilets jaunes, et pendant la réforme des retraites. N'acceptez aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs. Refusez toute pression et n'acceptez de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Donc autrement dit, quand M. Pigasse est invité sur France 2 pour parler de l'extrême droite, M. Pigasse est actionnaire de Libération et d'autres médias. Quand, par exemple, M. Cohen n'est pas viré alors qu'il fait partie d'un complot monté contre Rachida Dati pour les municipales de l'année prochaine, qu'on aime ou pas Rachida Dati d'ailleurs, mais qu'il soit pris dans une réunion où ils sont en train de comploter pour mettre Glucksmann au second tour de l'élection présidentielle et que Thomas Legrand est viré mais pas M. Cohen, elle est où l'éthique là-dedans? D'accord. Oui. Si je peux me permettre de vous interrompre, effectivement, on pourrait faire la liste et c'est bien d'avoir rappelé ce règlement de référence. Mais j'ai une question simple à vous poser, moi. En revenant au niveau de la base de cette journée, Oui. pour les uns, l'info c'est de l'intox, pour les autres, vous aurez compris, l'intox c'est de l'info. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de l'info et de l'intox avec des exemples? Alors l'information, c'est quelque chose qui, de préférence, a été sourcé, a été montré par le réel. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est alors je dirais plutôt des informations. C'est le tous vaccinés, tous protégés. Ça, c'est le slogan qui nous a été scandé pendant des mois, voire même des années, et qui continue de l'être. Tous vaccinés, tous protégés. C'est pour ça qu'il y a des associations qui défendent des victimes qui ont connu ce qu'on appelle communément des effets indésirables et que j'appellerais maintenant des blessures de guerre Covid, puisque nous sommes en guerre. Le chef de l'État a dit « nous sommes en guerre » le 16 mars 2020. Et donc, des gens sont morts à cause des injections. C'est un fait irréfutable désormais, mais qu'aujourd'hui, on fait passer pour une contre-vérité et une fake news. Et tous ceux qui disent ça sont considérés comme anti-vax, sachant que anti-vax, c'est pareil. On a aussi de la désinformation là-dessus. Un anti-vax, on dit c'est quelqu'un qui refuse le vaccin Covid. Premièrement, le vaccin Covid n'est pas un vaccin, c'est une injection expérimentale qui est une thérapie génique. Voilà, nous avons tous été cobayes, c'est un fait, et j'en suis personnellement navré. Et ensuite, deuxième chose, eh bien, c'est que nous sommes en guerre, donc il y a eu un chef des armées qui a déclaré la guerre. Malheureusement, on pensait que c'était un virus, mais on s'est aperçu que c'était aussi contre nous. Et donc, on nous a enfermés de manière arbitraire, sans aucune raison scientifique.
Donc aujourd'hui, de plus en plus, on a ces informations-là qui sortent. En matière d'information, parce qu'en fait, en ce moment, on parle plus de désinformation que d'information. Et comme nous sommes dans une période totalitaire, Hannah Arendt le disait, le totalitarisme, c'est qu'à partir du moment où on mélange les vraies informations des fausses informations, on ne sait plus à qui se fier. Et c'est parce que moi-même, je ne savais plus à qui me fier que je me suis lancé dans les émissions et le journalisme à ma manière, avec la Charte de Munich comme référence. Mais je vous avoue qu'il m'est arrivé de me tromper, bien sûr. L'erreur est humaine et elle n'est pas condamnable à partir du moment où on sait reconnaître ses erreurs. Quand on se trompe sur des détails, sur des chiffres, etc., moi, en général, ce que je fais, c'est que j'ai toujours des ouvrages de référence pour citer mes sources. Après, le problème, c'est qu'on a eu un autre phénomène qui est apparu entre-temps. Depuis 2022, ce sont les fact-checkers qui ont fait énormément de mal. Les fact-checkers, pour moi, ce sont des criminels de l'information. Je le dis parce qu'en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il faut savoir qui les finance, les fact-checkers. Moi, j'ai une transparence absolue. Moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas franc-maçon, je ne suis pas du Rotary Club, Lions Club, de quelques réseaux hermétiques. Je suis financé uniquement par mes contributeurs. Ensuite, je vous donne un exemple concret. Si je gagne 1 000 € de dons, je reverse 33% à l'État. Déjà, 25% d'URSSAF, plus 8% de ma cagnotte Tipeee. Donc, je peux vous dire que je ne me fais pas 25 000 € par mois, déjà. Ensuite, deuxième chose, c'est que les fact-checkers ont été financés par le fonds Marianne. D'accord ? Que Marlène Schiappa a mis en place après l'assassinat de Samuel Paty, d'accord, que ces fameux fact-checkers sont autant journalistes que moi je suis pape, et donc en réalité, c'est eux qui ont fait la pluie et le beau temps parce que c'est le gouvernement, c'est l'État qui a organisé cette contre-offensive pour éviter que la vérité sorte. Et donc aujourd'hui, ces fact-checkers, quand on regarde leur audience sur Internet, elle est ridicule. Elle est ridicule. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que j'essaye à mon modeste niveau, d'apporter ma pierre à l'édifice. Pour moi, je ne fais pas que du journalisme. En fait, c'est un mot assez réducteur parce que le journalisme tel qu'on le connaît, c'est questions-réponses, ce sont des interviews comme on fait aujourd'hui. Pour moi, ça va au-delà de ça, justement. Le micro. Pardon. Voilà, donc je te demandais juste de me mettre assez près pour avoir une qualité de son la meilleure. Nicolas Bouvier, quand on est journaliste indépendant, j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube où tu reçois des auteurs pour présenter leurs ouvrages. Donc tu nous as dit en début de table ronde que tu lisais tous les ouvrages, mais comment sélectionnes-tu tes auteurs ? Est-ce que tu choisis des auteurs qui ont les mêmes idées que toi ? Ou est-ce que tu oses aller voir des gens qui ont des idées contradictoires par rapport à tes pensées ? Parce que c'est aussi ça le métier de journaliste, hein, aller sur un terrain peu inconnu, quitter sa zone de confort pour aller puiser l'information. Alors, un auteur écrit un livre, tu lis son livre, mais est-ce que tu vérifies aussi ses sources ? Parce que l'auteur est responsable de son livre, de ses dires, de ses écrits, mais est-ce que toi, en tant que journaliste qui fait l'interview, est-ce que tu vérifies ses sources ? Autant que faire se peut, je vérifie ses sources, je regarde ce qu'il évoque. Alors, la chance que j'ai déjà de faire ce métier, enfin, c'est même pas un métier, pour moi c'est une activité, c'est une passion. Ça dépasse le travail parce que j'y passe énormément de temps et c'est une passion au quotidien avec des rencontres exceptionnelles, même si c'est la plupart du temps derrière l'écran, et c'est pour ça que je suis content de vous voir physiquement en vrai, parce que le paradigme depuis 2020, c'est ça aussi, c'est que le virtuel a pris le dessus sur le réel. Et ça, c'est problématique, parce que justement, beaucoup de gens se permettent des choses derrière l'écran qu'ils ne se permettraient pas dans la rue, notamment les insultes, entre autres. Mais, pour répondre à ta question, Jean-Marie, déjà, quand je reçois un livre en service presse, et moi qui étais très dépensier en matière d'ouvrage, je suis content de faire des économies là-dessus, parce que je mettais facilement 2 000 € par an en livres. J'étais un très gros lecteur, j'en lisais jusqu'à 150 à 200 par an. Je reçois le livre, je me dis tiens, c'est quoi le sujet ? Je ne connais pas forcément l'auteur. Je prends un exemple là, que j'ai eu récemment. C'est Ivan Stefanovic, un ancien journaliste de l'AFP qui a écrit sur le Conseil constitutionnel, qui a écrit des sages, pas très sages. Alors tout de suite, le sujet m'a plu. Parce que moi, quand on me parle du Conseil constitutionnel, je pense à M. Fabius, avec son parcours. Je pense à M. Ferrand, avec ses affinités avec le pouvoir. Je pense aussi à la réforme des retraites avec les CRS devant
le Conseil constitutionnel pour valider le 49.3. Bref, j'ai quelques références. Les sources, c'est aussi l'actualité. C'est en permanence être informé. Et j'ai la chance, un privilège absolu, c'est d'être informé au quotidien par les gens. Parce qu'en réalité, c'est une forme de journalisme participatif. Les internautes m'envoient des dizaines, il y en a même trop d'ailleurs, parce que je suis obligé de trier, c'est de l'obésité de l'information. Et de ce fait, quand je lis l'ouvrage, eh bien, je prends des notes. C'est mathématique maintenant, c'est comme quand j'étais étudiant, je prends des notes, des références, je me fais des références. Alors quand je fais mes émissions sur ma chaîne YouTube, j'ai toujours 10 livres derrière moi. Je fais un sujet sur le Covid, j'ai tel auteur à présenter sur le Covid. J'ai Corinne Lalo, par exemple, qui est une ancienne journaliste de TF1, qui a couvert Tchernobyl, d'ailleurs qui sera une de mes invitées demain soir, et qui a écrit un excellent ouvrage, un des meilleurs sur le Covid, qui s'appelle « Fausse pandémie, vrai mensonge », qui est vraiment une synthèse globale de tous les mensonges de l'OMS, etc. Voilà, elle fait partie de ces sources. Et j'ai la chance aussi d'avoir des rapports avec mes confrères qui fait qu'on se lance des informations, on s'échange des données, on s'échange des sources. Moi, quand j'ai des doutes, justement, et je doute en permanence, donc le doute, c'est même l'outil de travail du journaliste. Un journaliste qui ne doute pas, c'est un con. Moi, je suis désolé de le dire. Quelqu'un qui affirme comme ça, sans chercher, sans quoi que ce soit, parce qu'un tel a dit ça, c'est le règne de l'émotionnel. Et ça, c'est trompeur. Par exemple, l'affaire de Charlie Kirk, ce jeune homme qui a été assassiné aux États-Unis, on entend de tout et de n'importe quoi, parce que l'émotionnel demeure encore. On ne cherche plus le rationnel derrière. On se dit, un mec comme ça, qui était ultra connu, voire populaire aux États-Unis, comment il se fait tirer dessus comme ça alors qu'il avait 8 gardes du corps? Voilà. On est encore en train aujourd'hui de débunker, c'est le nouveau terme novlangue à la mode, en tout cas de décrypter le 11 septembre. Moi, j'invite un ingénieur qui a travaillé sur le 11 septembre depuis des années, qui a des sources, qui m'a montré pendant l'émission une vingtaine de diaporamas, parce qu'en fait, les sources, on les fait en direct aussi. C'est-à-dire que quand on fait des conférences spécifiques, et sur ma chaîne, j'ai fait sur la Révolution française, les coulisses de la Révolution française, j'ai pris une des plus grandes historiennes sur le sujet qui s'appelle Marion Sigaud. Et Marion Sigaud, dans le cadre de l'entretien, elle m'a envoyé son plan, il faisait 19 pages. Et pendant 4h30, elle m'a raconté les coulisses de la Révolution française avec les sources, etc., le massacre des Vendéens et tout ce qui va avec. Il peut arriver, bien sûr, de tomber sur, comment on appelle ça, pas des falsificateurs, mais des gens qui se trompent, etc. Moi, ce que je fais en sorte à chaque émission que l'invité puisse laisser son adresse mail. Parce que s'il y a des détracteurs, il faut qu'il ait aussi le droit de réponse en face. Bien sûr. Mais en attendant, quand je lis un ouvrage, je prends les références, je lis les extraits à l'écran et j'essaye de faire en sorte que le livre soit clair. Parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de livres à promouvoir. Demain, je ferai ma 400e émission. J'ai peut-être fait au moins 200 émissions avec un livre. Au moins. Donc, il y a presque plus d'émissions où j'ai promu un livre que le contraire. Donc, il faut trier. On ne peut pas dire oui à tout. Mais moi, les sujets qui m'importent, ce sont les sujets d'actualité. Et tu parlais de l'impartialité. Ça, c'est une notion très importante. Je fais la différence entre la neutralité et l'impartialité. En fait, on a un problème dans ce milieu. C'est qu'on a habitué les gens à n'être d'accord qu'avec ceux qui sont d'accord avec vous. Et le Covid a été terrible pour ça. Je prends un exemple tout bête. Pour ceux qui sont pro-Trump, par exemple, eh bien, il faudra inviter que des gens qui sont pro-Trump sur le plateau. J'ai invité les contradicteurs aussi. Pour moi, l'impartialité, ça passe par les différents sons de cloche. Que ce soit en politique, que ce soit en sciences, que ce soit dans tous les sujets. J'ai eu des gens qui m'ont blacklisté ou en tout cas qui m'ont dit « je ne viendrai pas sur votre plateau parce que vous avez invité telle personne ». Donc en fait, il y a des gens qui se prennent pour les chantres de la tolérance et de la liberté d'expression justement et de l'ouverture d'esprit, mais qui refusent que ça s'applique à autre personne qu'eux. C'est le paradoxe quand même. Il y a une forme de schizophrénie, quoi. Donc, si vous voulez, la neutralité n'existe pas en journalisme. Moi, j'ai mes idées, j'ai mes convictions. J'ai invité des personnes de gauche qui ont refusé de venir parce qu'elles me considèrent comme d'extrême droite. Voilà. C'est tout simple. Moi, je suis considéré comme complotiste, fasciste, anti-vax, pro-Poutine, même islamo-gauchiste. Alors là, j'ai pas compris, par contre. Mais voilà, je crois que j'ai fait le panthéon de toutes les étiquettes possibles. Par contre, on m'a toujours dit que j'avais invité des gens. Oui, j'ai fait une émission sur Mein Kampf il n'y a pas longtemps. On a fait 5 heures de direct avec Vincent Renoir qui a été condamné à de multiples reprises pour crimes contre l'humanité.
Et si je l'ai invité, c'est parce que je ne comprends pas pourquoi en France, en 2025, on enferme des gens pour leurs idées, alors qu'on a des pédocriminels qui sont toujours sur les plateaux télé. Ça, je ne pourrais jamais le cautionner. Je considère que quelqu'un comme Morandini devrait plus être à la télé depuis longtemps. Par contre, lui, il a toujours le droit de faire ses émissions, alors que quelqu'un qui pense que les chambres à gaz n'ont pas existé, quelles que soient les idées là-dessus, on n'a pas à le mettre en prison pendant 6 mois parce qu'il a dit ça. Et ça, le problème en France, c'est qu'on a une loi qui s'appelle la loi Guesso, qui est l'antithèse de la liberté d'expression, et même Simone Veil elle-même, de son vivant, disait que c'était injuste d'avoir ce genre de loi, parce qu'en réalité, en France, on devrait pouvoir dire les choses. On est censé être en démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. La liberté d'expression, finalement, elle n'existe que dans le cadre de certaines... Si je peux me permettre de vous interrompre, oui. Justement, on parle beaucoup des livres, des tendances, des partis, des responsables en face, des gens qui nous dictent un peu notre conduite. Qu'en est-il de la responsabilité de l'individu ? Qu'en est-il de l'ignorance dans laquelle les gens s'enferment avec effectivement les tendances à les y laisser ? Mais quelle est la part de responsabilité de l'individu ? Est-ce que la personne est capable de reprendre un peu sa responsabilité, le sens des choses par rapport à tous ces problèmes ? Alors justement, à chaque émission, quand je déclare mes liens d'intérêt, je précise maintenant que l'invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. D'accord ? Donc quand il vient sur le plateau, il assume aussi ses propos. Bettina, encore une fois, est venue sur mon plateau il y a quelques semaines déjà, et elle le sait. Et on a discuté, et l'émission s'est très bien passée. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, je vous prends un exemple concret là, de l'actualité récente qui m'a bien montré que la liberté d'expression, finalement, c'était à géométrie variable. On a Aurore Berger, ministre de l'égalité homme-femme, qui a décidé que pour lutter contre la haine en ligne, il fallait demander une sorte de conglomérat d'associations comme SOS Racisme, la LICRA, etc., eh bien, de lutter contre la haine en ligne. Est-ce que je vais demander à Jack Lang et à Daniel Cohn-Bendit d'aller dans les écoles pour faire la protection de l'enfance ? Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on a des associations aussi qui sont censées lutter contre le racisme, la discrimination, etc., et qui ont tendance à provoquer l'antithèse, qui sont contre-productives. Et aujourd'hui, sur Internet, on a un niveau d'information et de désinformation, oui, mais on a aussi des lois européennes qui sont là pour traquer même les pensées des gens. C'est-à-dire qu'on vit 1984, là, en 2025. Nous sommes sur Orwell. Et si vous relisez 1984, moi je l'ai relu pendant le Covid, il y a quelque chose, moi, qui me sidère, parce que la nouvelle génération, là, elle va en prendre plein la tête, par plusieurs choses. Quelque chose qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui est pour moi la mort de l'humanité. C'est pas de la société seulement, c'est de l'humanité tout entière. L'intelligence artificielle, je ne l'utilise pas. C'est très très rare quand je l'utilise. Je rejette ce soi-disant progrès, parce qu'en réalité, l'intelligence artificielle nous empêche de devenir intelligents nous-mêmes et surtout de progresser nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est à notre place une machine qui va penser pour nous. Et je me suis renseigné un petit peu sur qui avait financé les projets d'intelligence artificielle, parce qu'il faut toujours suivre l'argent dans ces cas-là. Et BlackRock fait partie de ceux qui ont financé Grok, la fameuse intelligence artificielle de Elon Musk. BlackRock, pour rappeler, c'est le plus gros fonds d'investissement américain qui pèse 20 000 milliards de dollars et dont l'actuel PDG, Larry Fink, a été décoré par Emmanuel Macron en 2017 et qui est actuellement le coprésident du Forum de Davos avec le vice-président des laboratoires Roche. Autrement dit, en matière de conflit d'intérêts, on ne peut pas faire mieux, parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est la promotion des idées mondialistes en guise de vérité officielle comme Wikipédia. Et donc, de ce fait, à partir de là, comment parler d'information ? C'est pas possible. Ensuite, il y a d'autres... Alors, je revenais sur Orwell. Orwell a une phrase très importante dans 1984. Il parle de vaporisation des opposants. C'est très fort comme terme. En 1949, il écrit 1984. Hein. Donc, il y a plus de 75 ans. Et il parle de vaporisation. Et il parle de ministère de la vérité. Qu'est-ce qu'on vit depuis quelques années ? Le ministère de la vérité, qui se targue d'avoir les fact-checkers qui vont débunker les paroles des candidats au présidentiel. Alors, ils peuvent dire beaucoup de bêtises, certes, mais on ne peut plus dire un truc sans qu'il y ait un fact-checker qui nous dise « Non, vous êtes complotiste parce que vous dénoncez tel truc ». Alors déjà, je voudrais rappeler ce que c'est que le complotisme, parce que je pense que là est le problème du sujet. Le complotisme, à l'origine, c'est un mot qui a été inventé par la CIA dans les années 60, au moment de l'assassinat de Kennedy. D'accord ?
par Lee Harvey Oswald officiellement et officieusement par la CIA. Parce qu'en réalité, le complotisme, déjà dans les termes, le complot, c'est un projet secret qui est fomenté en coulisses par 2 ou 3 individus, voire plus, dans le but de nuire à une ou plusieurs personnes. C'est ça un complot. À l'époque des rois, on complotait pour empoisonner le roi pour lui succéder ou des choses comme ça. Le complotiste, c'est celui qui dénonce. Et là, on pourrait parler de lanceur d'alerte. C'est ce qu'a fait Claire Sévrac, Serge Monast et d'autres. Le comploteur, c'est celui qui agit. Il y en a un qui est mondialement connu, c'est Bill Gates, par exemple. Bill Gates, qui est actionnaire à 2/3 de l'OMS, sachant que l'OMS nous dirige, par exemple. Et donc, de ce fait, ce n'est plus un complot. Il n'y a pas de complot, parce que tout a été écrit. Serge Monast a dénoncé le protocole de Toronto, qui a eu lieu en fin juin 1967, où on parle de la destruction de la famille, de la chrétienté, de l'école, la fameuse éducation à la sexualité dont on parle depuis des mois. C'est un projet qui existe depuis 60 ans en réalité, dans le but de détruire la famille. Et donc, de ce fait, dénoncer ça, c'est pas être complotiste, c'est de parler d'un plan qui a été écrit, sauf qu'il n'était pas censé être accessible à tous. C'est ça la réalité. Et donc, par la suite, si être complotiste, c'est être lanceur d'alerte, alors forcément, oui, on prend des risques. Mais qui est-ce qui est le plus condamnable? Celui qui dénonce ou celui qui le fait, qui organise? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on s'attaque à ceux qui organisent. Mais ceux qui organisent, ils sont en haut de la pyramide, ils sont milliardaires plus qu'un État, parce que quand on a une fortune de 100 à 200 milliards de dollars, là, on est dans des sphères qui nous dépassent complètement. Et donc, forcément, en matière d'information, comme ils gèrent l'information, et la liberté d'expression, elle commence là. La liberté de la presse aussi. Quand 95% des médias appartiennent à une dizaine de familles et de milliardaires, comment parler d'indépendance et d'éthique? Moi, j'ai cette chance-là et j'ai ce refus d'être dans une rédaction. Je travaille, entre guillemets, je peux être partenaire avec des médias, mais j'ai toujours refusé d'entrer dans une association de journalistes ou quoi que ce soit. Et donc, je reste seul, indépendant et en toute transparence. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui, le journalisme. Alors, pour rebondir Oui. sur ce que tu viens de dire, tu parles des médias qui sont contrôlés par les hauts puissants. Ça, on n'en doute pas. Mais il n'y a pas que les hauts puissants. Il y a des organismes comme l'ARCOM. L'ARCOM qui peut fermer une chaîne télé sous prétexte que lors du renouvellement de la fréquence, puisqu'une fréquence ou une chaîne n'est pas acquis à vie, c'est tous les 5 ans qu'il faut refaire un dossier avec des critères montrés patte blanche. L'ARCOM qui peut mettre des amendes à un chroniqueur qui va dire une vérité. Moi, je le vois en tant que radio associative, nous dépendons de l'ARCOM. Tous les 5 ans, nous faisons un dossier qui est compliqué puisqu'il y a des grosses fréquences des petites radios comme RTL ou Europe 1 ou d'autres radios qui veulent récupérer les petites fréquences de radio associatives dont nous avons une propriété, une location, disons, pendant 5 ans. On peut nous fermer sous prétexte qu'un animateur a dit quelque chose qui allait à contresens des idées de ceux qui nous dirigent. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure au niveau responsabilité de tes auteurs. Quand un auteur va donner une affirmation, va citer quelque chose que sa source est fausse ou erronée, si toi tu ne le reprends pas dans ta chaîne, tu risques aussi d'avoir des ennuis, même si tu ne dépends pas de l'ARCOM, mais tout se sait, tout se voit, tout s'entend. Il suffit qu'il y ait un de tes spectateurs, je ne sais pas comment, mais ça arrive de temps en temps, qui se plaignent à l'ARCOM et on va te fermer ta chaîne. Donc c'est la liberté d'expression qui est mise à mal. Alors c'est différent parce que moi je ne suis pas tributaire de l'ARCOM réellement, étant donné que je suis sur les réseaux sociaux. Oui, mais indirectement tu... Oui, mais ce qui peut se passer, c'est surtout les signalements à YouTube. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque temps, il y a eu une commission parlementaire intitulée Commission parlementaire TikTok, où il y avait les représentants de YouTube, de Twitter, X et d'autres plateformes. Et il y a sur 6 heures de commission, il y a 3 minutes que j'ai retenu, notamment de celui qui représentait YouTube, qui a laissé clairement dire, et c'est là que c'est orwellien, nous sommes chargés d'invisibiliser tous les contenus, même ceux qui sont dans la loi, dès lors qu'ils dénoncent le système. Voilà. Donc ça veut dire, vous n'êtes pas en démocratie, ici c'est nous qui décidons, nous sommes le ministère de la vérité, et nous décidons ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas.
C'est ça que ça veut dire. Tout à fait, Donc, oui. à partir de là, c'est pour ça que moi, c'est très libre parce qu'en réalité, pour être tout à fait transparent, dans mes émissions, j'avais un chat. Les gens pouvaient commenter en direct, l'inviter, etc. Le problème, c'est qu'il y a un autre phénomène sur les réseaux sociaux qui s'appelle les fermatrolls. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés pour aller casser du sucre dans les chats. Comme ça, YouTube signale, censure, et le nombre de gens qui ont eu leur chaîne radiée durant le Covid. Moi, la première censure que j'ai connue véritablement, c'est sur Facebook, qui est un des réseaux les plus bien pensants avec LinkedIn, je pense. 2022, j'avais 270 000 abonnés et je commençais à interroger la pertinence des injections. Et en fait, j'ai appris à ce moment-là que l'OMS avait financé à hauteur de plusieurs milliards Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux. Donc, ils ont arrosé de pots de vin les fondateurs de ces réseaux pour traquer les mots-clés. Oui, avec des algorithmes. Voilà, complot, vaccin, théorie du complot, Covid, etc. Et donc, on était 10 fois moins visible. Et donc, ça a commencé en 2022 véritablement. Et puis, il y a eu par la suite, donc cette commission parlementaire. Et de toute façon, j'ai des auditeurs qui m'écrivent et qui me disent parfois, vous avez invité quelqu'un, mais faites attention au sérieux de vos invités, etc. Alors, je considère que la liberté d'expression, c'est de laisser la parole à tous ou à un maximum de personnes, encore une fois, dans les limites de la loi. Il m'est arrivé, oui, de me faire piéger en direct par des gens qui ont diffamé publiquement. Ces gens-là, ils ne reviennent pas. Parce que le problème, c'est qu'il y en a qui ont abusé de ma confiance aussi. Et ça, je fais un truc qu'aucun journaliste ne fait. D'ailleurs, ce n'est pas toujours bien perçu, mais j'assume. C'est qu'à force d'avoir subi des abus de confiance, je fais signer une attestation sur l'honneur à chaque invité maintenant. C'est-à-dire que j'ai mis en place en début d'année, et suite à un énième problème que j'ai eu pendant les fêtes de Noël, une dame avec qui j'ai fait une émission sur l'inceste et qui n'assumait plus ses propos 2 mois après l'émission. Et elle me demande de supprimer l'émission. Je lui dis non. Je lui dis, tu es passé à l'antenne, tu as dit ce que tu avais à dire, tu assumes tes responsabilités. 4 fois, on m'a fait le coup. D'accord ? Et donc, j'ai fait une attestation, j'ai dit je sous-signe, etc. M'engage à ne pas demander la suppression de l'émission, à assumer mes responsabilités, à respecter le public, etc. etc. Et donc maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas la signer, donc on ne fait pas l'émission. Voilà. Ça me permet de faire un filtre aussi. Et les gens qui viennent, ils savent pourquoi ils viennent. Là, demain, j'ai ma 400e émission en hommage au personnel suspendu. J'ai 20 personnes. Toutes les personnes ont signé l'attestation. Sinon, elles ne font pas l'émission. Voilà. Parce que je considère qu'on doit avoir un devoir de transparence et de respect vis-à-vis du public. Le public nous regarde et il pourrait faire autre chose. Il pourrait regarder d'autres chaînes parce qu'on est très nombreux maintenant sur Internet. Donc, s'ils prennent le temps de nous regarder, on doit avoir un minimum justement de responsabilité. La transparence que j'ai dit sur l'argent, sur ma façon de travailler, etc. Même sur lire les ouvrages, moi ce qui me sidère le plus, c'est quand on me dit vous êtes le seul journaliste qui lit les bouquins. Je considère que c'est pas normal. On fait un métier quand même extraordinaire. On a la capacité de pouvoir transmettre des choses. Alors comme aujourd'hui les gens ne lisent plus, c'est un fait. Je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai passé des années en salon du livre et je le vois chaque année. J'ai décidé de faire des lectures audio aussi sur ma chaîne, c'est-à-dire de me réapproprier, que tout le monde se réapproprie son savoir. La charte de Munich, je l'ai lue en lecture audio, le serment d'Hippocrate, la Constitution, des protocoles, des textes. J'envisage même de faire le traité de Lisbonne et le traité de Maastricht en lecture audio. C'est gratuit. C'est gratuit. Je ne fais pas payer d'abonnement pour que ce soit accessible. C'est gratuit. C'est du bouche à oreille. Et les gens découvrent des textes qui sont en plus officiels. Donc le problème, c'est qu'on est tellement aspiré par nos vies professionnelles et personnelles qu'on ne prend plus le temps. Et donc je dis aux gens, au lieu de regarder France Info, BFM, etc., vous êtes en voiture, vous écoutez pendant 20 minutes la déclaration d'Helsinki qui porte sur notamment le don d'organes, sur les protocoles de santé, etc., qui est même encore plus importante que le serment d'Hippocrate. Je l'ai lu pendant 20 minutes, j'ai vu des trucs, mais je me suis dit, pendant le Covid, ils ont tout violé de A à Z. Rien n'a été respecté. Et je ne peux pas rester calme quand je dis ça parce que on a des choses, en fait, c'est de l'or. Donc il faut maintenant le transmettre. Alors, on a bien avancé sur le sujet, là, on a bien débattu, voilà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui voudraient poser, allez, on ne va pas prendre tout le monde, mais allez, 3 questions. Avant de passer le micro au public, j'avais une question plus globale.
Qu'en est-il entre le pouvoir et la liberté, le pouvoir et la liberté d'expression? Parce que est-ce que le pouvoir de tout temps n'a pas été celui de l'organisme qui s'arroge, qui s'arrange de la liberté et met en place tous ces règlements que vous avez rappelés à travers les textes, etc. Et j'allais dire la chance, que je mets entre très gros guillemets, on a tous ces gens qui bousculent un petit peu ces notions de liberté, d'autonomie, de dépendance, etc. Est-ce que ce soit l'individu ou le collectif, ne s'arroge-t-il pas le droit de récupérer ce pouvoir et cette liberté pour en faire à sa guise et distribuer à chacun ce qu'il a envie de raconter? C'est très intéressant comme question, même si elle est très vaste. Alors je vais essayer de faire simple et court. Parce qu'en fait, j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec un confrère de géopolitique profonde qui s'appelle Mike Borowski, qui a été en politique d'ailleurs il y a une quinzaine d'années. Et on parlait de ce sujet-là justement. Et je lui dis, le problème des médias alternatifs et indépendants, c'est qu'on risque de basculer comme le système, comme les médias mainstream. Pour plusieurs raisons. Faire de l'entre-soi en invitant toujours les mêmes, parler toujours des mêmes sujets. Moi, je lui ai dit, vous savez, l'histoire de la bite à Brigitte, ça ne m'intéresse pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas autant que certains peuvent s'y intéresser. Il y a des sujets... En fait, quand j'ai commencé les émissions, pour faire simple, j'ai voulu inviter des gens qui n'étaient jamais invités dans les médias. J'ai voulu donner aussi la parole à des témoignages, des expériences, que ce soit sur le divorce, sur l'inceste, etc., etc. En fait, j'ai imaginé les émissions par la suite comme une fusion de plusieurs concepts déjà connus. Un livre un jour d'Olivier Barrault, C'est pas sorcier de Fred et Jamy, Il était une fois la vie. Voilà, tout le monde connaît ça. J'ai mis ça dans mon shaker et je me suis dit, voilà, je fais une émission du mardi au vendredi. Le mardi, je vais parler d'Israël-Palestine. Le mercredi, je vais parler de la protection de l'enfance. Le jeudi, il y aura une conférence sur Louis-Claude Vincent, qui était un professeur de médecine qui faisait des conférences dans les années 80 et qui disait que vacciner était un acte criminel, par exemple. Et le vendredi, je vais parler, je ne sais pas, de la franc-maçonnerie. Et donc, en fait, je ne fais pas du RTL, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'info en direct H24. Je pense que la première étape qui a été mortifère pour notre milieu, c'est l'info en continu. L'info en continu, en fait, c'est un piège. On ne peut pas avoir de l'info, correcte et surtout béton à chaque seconde de la journée. Il faut l'inventer à un moment donné. Et donc, je pense que, et ça, j'en avais parlé il y a longtemps avec un monsieur qui s'appelle Philippe Lefay, qui était l'ancien présentateur des Mots de minuit sur France 2, grand journaliste, et qui me disait, depuis que Twitter est arrivé, depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, les journalistes n'enquêtent plus, ne vont plus sur le terrain. Alors moi, je ne vais pas sur le terrain en tant que tel, comme je suis là aujourd'hui, parce que je suis sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais disons que j'essaye de croiser les sources. Alors, je ne cache pas, et je serai tout à fait honnête là-dessus, nous sommes dans une bulle aussi, nous. Il ne faut pas croire. C'est-à-dire que nous avons notre propre bulle médiatique, où on a tendance un peu à faire de l'entre-soi. Et c'est pour ça que dans mes émissions, je choisis aussi d'inviter des gens qui vont à l'antithèse même de ce que le public qui me suit peut penser. J'ai un public qui est assez éclectique, même s'il a tendance à être plus ou moins souverainiste, etc. Voilà. Mais j'ai des gens de gauche, j'ai des gens de droite et compagnie, et c'est pas moi qui l'ai choisi, le public, c'est lui qui me suit. Je les ai pas sélectionnés au tirage au sort. Mais en fait, la question que vous posez, elle est très globale parce que c'est la notion même de pays, de constitution, de démocratie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et là je vais pas inventer quoi que ce soit, c'est Étienne Chouard qui le dit lui-même, à partir du moment où ce sont les hommes politiques, le système qui construit ses propres lois et ses propres règles pour nous les appliquer, le peuple n'a pas la parole. Et c'est pareil dans le milieu médiatique. Le milieu médiatique, il est totalement sclérosé. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de journalistes citoyens. C'est un petit peu ça. Alors moi, j'aime pas trop ce terme-là parce que ça fait pas très français. Je dis plutôt indépendant parce que j'essaye de l'être intellectuellement. Et il m'est arrivé de me fâcher même avec des gens qui auraient pu être mes alliés parce qu'ils ont refusé d'accepter que j'invitais des gens qui n'étaient pas de leur sérail. Voilà, je me suis fâché avec des gens, notamment dans le thème de l'éducation à la sexualité. Je me suis pris la tête avec quelqu'un en plus qui est une psychologue reconnue, dont j'apprécie beaucoup le travail, mais elle m'a dit, vous devez être journaliste de la résistance, faites attention. Et limite, elle voulait m'imposer les invités. Je lui ai dit, j'invite qui je veux quand je veux.
personne ne m'impose quoi que ce soit. Et justement, c'est pour ça que je ne suis pas dans une rédaction, parce que je l'aurais déjà quitté, parce qu'il y a des sujets que même mes confrères n'osent pas traiter, ou alors très peu, parce que c'est compliqué de parler de la cybertorture, du harcèlement électromagnétique, du projet MKUltra, que Serge Monast dénonçait déjà il y a 30 ans. Moi, je n'ai pas de tabou par rapport à ça. Et donc, voilà pourquoi il est difficile aujourd'hui de parler de liberté d'expression à partir du moment où, finalement, en catimini, on dit oui, mais il invite trop de gens, il est trop ouvert d'esprit presque. C'est ça qu'on me dit. Voilà, pour moi, les gens, ils s'expriment. Après, c'est le public qui tranche. Le public doit rester le seul juge. Pour moi, c'est la base. Oui. Donc, je vais me diriger vers le monsieur... Attends, non, moi, je vais lui passer mon micro. Voilà, une première question. Bonjour, je m'appelle Frédéric Boutet et Bonjour. je vous remercie infiniment d'être là. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer en vrai. Je suis vraiment pas beaucoup votre chaîne parce que moi, je préfère lire, je préfère rencontrer des gens, etc. Et justement, ma question va être sur la numérisation du monde et un peu les limites d'utiliser Internet. Voilà, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Écran Total, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose. Voilà, on vient de publier un manifeste qui s'appelle Manifeste contre la numérisation et la gestion de nos vies. Entre nous, on se réunit, on s'écrit pour se rencontrer, on se téléphone et on n'utilise jamais Internet, on n'est pas sur Internet. Et la relation qu'on a, quand on se rencontre, quand on se voit, elle est, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est des joies de se retrouver, etc. Et le fait d'utiliser son corps, en fait, d'être à un endroit donné, parce que Internet et le numérique nous offrent la possibilité d'être partout, mais quand on est partout, on est nulle part. Et moi, ce truc-là d'être nulle part, ça me dérange. J'ai l'impression que tous ces gens qui sont avec leur téléphone, là, ils sont comme les gens qui allaient dans les trains, grâce à la technologie, vaincre les Allemands en 14, avec le sourire aux lèvres, mais en fait, ils ont utilisé de la pelle dans les tranchées. Hein. Enfin, en fait, ils ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un téléphone portable, en fait ? Bon, vous l'avez dit, cyberharcèlement. En fait, moi, j'ai lu le livre, je viens d'achever le livre de Arthur Firstenberg, L'arc-en-ciel invisible. Excellent ouvrage. Nous sommes absolument victimes d'une pollution électromagnétique qui menace absolument toute la vie sur Terre, et l'extinction des espèces est due aux ondes électromagnétiques, elle n'est pas due à la chimie, elle est due partiellement à la chimie, mais surtout aux ondes électromagnétiques. Voilà. Et donc, par rapport à ça, voilà, c'est la question de la limite d'Internet, de l'utilisation d'Internet par vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est une très bonne question et merci beaucoup de me l'avoir posée parce que, encore une fois, je vais jouer le paradoxe exprès. Je vais essayer de faire simple parce que mon cheminement personnel, on va dire, et artistique m'a amené à prendre conscience d'une fatalité que je ne voulais pas voir. Disons que j'étais un peu, on va dire, en tant qu'auteur, à espérer, quand j'ai commencé à écrire et à publier, que les gens s'attarderaient plus à l'écrit qu'à l'image. Et malheureusement, je savais déjà dès le départ que je me trompais, mais j'ai persisté quand même, et le Covid a fait voler en éclats tout le reste de mes doutes. Donc quelque part, merci au Covid d'avoir été là, parce que je ne serais pas devenu journaliste depuis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes une société de l'image et de l'audio. C'est pour ça que je me suis lancé dans les livres audio, ce qui n'était pas du tout prévu. Il y a beaucoup de synchronicités qui se sont faites. Hein. J'ai pas beaucoup réfléchi, on va dire. Autant ma carrière littéraire, je la projetais sur 20 ans, autant sur les émissions, c'est comme pendant le confinement, je réfléchissais au jour le jour. Et finalement, c'est ce qui m'a le plus réussi. Donc parfois, ne pas faire de plan sur la comète, c'est très bien aussi. Et j'utilise les émissions pour faire la sensibilisation aux écrans. Il y a un excellent, vous avez cité Firstenberg qui est très bien. Moi, je citerai 2 autres ouvrages d'un docteur de l'INSERM qui s'appelle Michel Desburger, qui est excellent. Pour moi, c'est il fait partie de mon panthéon de la littérature depuis quelques années, qui a écrit La fabrique des crétins digitaux sur les écrans. Nos enfants passent en moyenne plus de temps devant l'écran que devant un enseignant. Et ça date pas d'hier, mais ça va être pire demain, parce qu'ils ont l'intelligence artificielle, parce que les politiciens
et ça a commencé sous Hollande notamment, a voulu imposer dès la maternelle les écrans, ces gens-là sont des criminels. Et je le dis, qu'on m'attaque en diffamation, il y a des sources scientifiques, mais à l'appel là-dessus. Parce qu'en réalité, mettre un enfant devant l'écran, c'est comme parler d'éducation sexuelle à un enfant. C'est détruire sa psyché. Un enfant, il a besoin d'innocence, il a besoin de toucher, etc. Et il a besoin de ses parents surtout. Il a besoin de ses parents. Nom de Dieu, si vous ne voulez pas d'enfants, n'en faites pas. Mais à ce moment-là, ne faites pas des enfants pour les abandonner ensuite. Parce que abandonner son enfant devant un écran, c'est une forme d'abandon numérique. Et le sujet du numérique, il est majeur parce qu'une réunion comme aujourd'hui, eh bien, il faut en faire plus souvent. Et avec les collègues, les confrères, justement, on est en train, on y a pris conscience depuis un certain temps, mais on s'est dit, attendez, on passe la moitié de notre temps devant l'écran, au babo. Moi, j'y passe plus de 40... Ouais. Je compte même pas parce que c'est indécent finalement. Sur une semaine, je dois passer facilement 70 heures. Je sais pas, je compte pas exactement, mais ma journée, elle est très simple. Le matin, je fais mes activités perso. Je commence vers 14h à travailler vraiment les émissions. Et encore le matin, si je lis ou si j'écoute un reportage, c'est un peu du travail. Et j'y passe jusqu'à 23h en moyenne. Quand je fais pas des émissions qui durent 5 heures. Donc je peux y passer parfois 10 heures la journée, voire 12. Et on s'est dit, mais attendez, les gens, ils nous voient derrière les écrans. Maintenant, il faut qu'on retrouve le réel. Parce qu'on est encore sur l'épisode Covid du confinement. Cette période de 2020 jusqu'à nos jours, en fait, a fait changer la face du monde. Qui s'est enrichi le plus durant le Covid? Ce sont les multinationales comme Amazon, la vente à emporter, etc. et Microsoft. Sans parler des labos. Sans parler des labos, Netflix, etc. Donc là, en fait, on doit apprendre à désapprendre. C'est Star Wars le truc. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à sortir des écrans. Et moi-même, j'ai beaucoup de mal. Hein. Mais là, aujourd'hui, je suis venu avec plaisir parce que justement, on discute, on a des émotions. On a quelque chose. Et la société de l'image fait qu'aujourd'hui, il y a aussi une société de l'écran. Et les politiques font en sorte que ça dure. Parce que si les gens se retrouvent dans la rue, les gilets jaunes, c'était quoi? C'était ça en réalité. Se retrouver dans la rue et refaire nation. Et parler de choses, débattre sur des ronds-points. Qui aurait imaginé ça? Mais le problème, c'est que avec le Covid, on a enlevé ça. La destruction du lien social, la distanciation sociale. Regardez tous ces nouveaux mots qui ont été inventés dans le dictionnaire. Moi, vous ne m'entendrez pas parler de présentiel ou de distanciel. Pour moi, c'est le télétravail en particulier. Oui. Ouais, le télétravail, oui. Télétravail, voilà. Donc, pour revenir à ça, il faut revenir sur le terrain. Et en fait, il faut utiliser les réseaux sociaux et les écrans pour revenir dans le côté à l'ancienne. Voilà. Après, les écrans, tout est fait pour que les gens s'y restent. Il y a l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, on va dire, c'est non seulement dangereux parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On collecte nos données personnelles. À l'instant même où on se connecte, on sait que on est à tel endroit où on regarde tel média parce que voilà. Donc il y a une collecte de données qui est importante pour certains et qui va nous retomber sur le coin de la figure hein, un jour ou un autre ou à un moment. Est-ce que toi, en tant que journaliste indépendant, tu as eu, bon, c'est vrai que tu vas pas sur le terrain, tu as une chaîne, mais parmi tes confrères de journalistes indépendants, est-ce qu'il y a aussi des interdictions de couvrir telle ou telle manifestation? Bien, alors, parce que tu n'as pas une carte de presse, que tu es un journaliste indépendant. Alors, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Pour ceux qui ont connu notamment les Gilets jaunes, notamment dans les grandes villes, parce que moi j'étais à Sarlat, qui a été considérée comme une des villes les plus pacifistes de France en la matière. Nous, avec les forces de l'ordre, d'ailleurs, vous remarquez, on ne les appelle plus les gardiens de la paix, on les appelle les forces de l'ordre. Donc tout le vocabulaire a été inversé aussi. Et c'était bon enfant. Ça se passait bien, il y a eu très peu d'accrochages, etc. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus manifester parce que ce sont des miliciens qui sont en face. Ils sont habillés comme des Robocop, on sort les chars. Pourtant, on est censé être dans la démocratie. Hein. Une démocratie, une démocrature, comme on dit. Et donc, de ce fait, pour couvrir les événements, les journalistes en prennent plein la tête. Je l'ai vu pour le 10 septembre, qui pour moi a déjà été un piège. Je l'ai dit à titre personnel parce que annoncer 2 mois avant, en plein été, qu'on allait faire la révolution le 10 septembre, c'est comme si Jean Moulin avait annoncé qu'il allait saboter des lignes de chemin de fer à Vichy, quoi. C'est, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des couillons, ça finit par se voir. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même, entre guillemets, de mon camp,
qui ont plongé tête baissée. Moi, j'ai vu les gilets jaunes, j'y étais sur le terrain, j'ai failli me battre avec des gens, avec des chasseurs, pour ne pas les nommer, parce qu'ils voulaient incendier les voitures de la députée. Et ça n'a pas manqué, les voitures ont été incendiées. Jacqueline Dubois, à l'époque, il y a eu applaudissements à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai été convoqué à la gendarmerie pour faire un test ADN, parce que j'étais à la manifestation juste avant. Et 5 ans après, on ne sait toujours pas qui a fait ça. Et je me suis même demandé si ça n'avait pas été orchestré directement pour accuser les gilets jaunes. Parce qu'aujourd'hui, on a une société tellement perverse qu'on est capable de créer des événements pour faire accuser le camp d'en face. Voilà. Et donc, de ce fait, moi, j'ai quitté les gilets jaunes à ce moment-là. Parce que si j'avais été journaliste à l'époque là-dessus, j'aurais déclaré que c'était un mouvement apartisan. J'ai pas dit apolitique. Apolitique, c'est pas un mouvement apolitique, puisqu'il y a des revendications. Le coût de l'essence, c'était ça au départ. Et c'est devenu la sortie de la France de l'Union européenne, etc. Au départ, on a dit que c'était une manif d'extrême droite. Après, c'est devenu un truc d'extrême gauche. Ça a été récupéré par la CGT, par la France Insoumise, alors que c'était apartisan, etc. Ensuite, encore une fois, couverture de l'information, on a les cahiers de doléances, mystérieusement disparus, avec un grand débat national qui nous a coûté 12 millions d'euros quand même. Et puis, qu'est-ce qui a freiné tout ça? C'est l'incendie de Notre-Dame. Pareil, incendie de Notre-Dame, secret défense, non-lieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on allume avec un petit briquet quelque chose qui a 900 ans d'âge. Alors j'ai fait une émission spéciale le 15 avril avec un charpentier qui a quand même 60 ans de charpenterie derrière lui. Et on a dit dans l'émission qu'une entreprise était venue une semaine auparavant passer un enduit, comme par hasard. Et ce jour-là, le 15 avril, devait y avoir une allocution de Macron à 20h sur l'issue du grand débat national. Et parmi les propositions qui étaient évoquées, et ça c'est de l'information aussi parce que personne ne l'a relayé, eh bien c'était la suppression de la moitié des parlementaires à l'Assemblée nationale, chose qu'il n'a jamais faite alors qu'il devait s'y engager, et la reconnaissance du vote blanc, pour ne dire que ça. Il ne l'aurait peut-être pas fait, on n'en sait rien, mais en tout cas ça devait se faire comme ça. Et puis, les gilets jaunes, encore une fois, la plupart sont allés aux élections européennes alors que ce n'était pas censé être politique. Donc ça, c'est un élément standard. Beaucoup de gens se sont pris des LBD dans la tête, des journalistes ont été harcelés, matraqués, mis en garde à vue de manière arbitraire. Alors, c'est ça aussi la justice, parce qu'on parle beaucoup de justice sociale. Alors c'est un terme, à force de l'entendre, je ne sais même plus ce qu'il veut dire, justice sociale. J'aimerais avoir la justice tout court. Déjà, ce serait pas mal. Parce que quand on enferme de manière arbitraire des gilets jaunes et qu'on les déchoit de leur citoyenneté pendant 5 ans, alors c'est peut-être un service qu'on leur rend, parce que vu les élections aujourd'hui, on leur rend peut-être service, mais on les déchoit de leur citoyenneté. Un pédocriminel ou un magistrat qui vend sa fille sur Internet de 12 ans et qui finit en bracelet électronique et 6 mois de sursis, par contre, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui va voler un yop dans un supermarché va prendre 4 mois ferme. Par contre, un ancien ministre qui est connu pour des affaires de pédocriminalité dans les années 80 peut être dans l'Institut du monde arabe à 10 000 euros par mois. Voilà. Donc ça, il faudra m'expliquer l'équité et l'éthique là-dessus. Et donc, de ce fait, aujourd'hui, quand les journalistes couvrent des événements, des médias indépendants ou autres, il y a 2 types de journalistes. Il y a ceux qui sont autorisés, c'est-à-dire BFM, etc., qui prennent des angles de vue. Et le traitement des gilets jaunes par BFM TV m'a convaincu encore plus de faire des émissions, parce qu'en réalité, on prenait des feux de poubelle comme un ciblage de l'information pour dire que les gilets jaunes étaient violents, alors qu'il y avait des tas de manifestants pacifistes qui disaient Macron démission, et là, on n'en parlait pas, parce que c'était pas vendeur. C'est ça le problème du journalisme aujourd'hui, c'est qu'il faut faire du putaclic. Non, il y avait aussi peut-être le problème, justement, avec BFM ou les télés dites d'État, si on peut dire, qui allaient dans le sens, puisqu'il y a eu une propagande, ils ont un très bon service de communication au niveau du pouvoir. Tu crois pas si bien dire, Céline Pigalle de BFM TV, désolé, elle porte un nom en plus, Pigalle, bon. Je viens d'y penser à l'instant, vous voyez. Elle a dit dans une conférence, je n'invente rien, ça peut se retrouver sur Internet, que oui, pendant le Covid, ils avaient l'Élysée, en tout cas le gouvernement qui leur envoyait la marche à suivre, pour dire aux gens, en fait, ils faisaient le relais du pouvoir, c'était l'attaché de presse. Oui, il y avait un bon service de communication. Non, mais, voilà. Non, mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer dans un monde comme ça? Le journalisme de demain, alors je dis pas c'est celui que je prône, moi j'ai ma manière de fonctionner, il y a des très bons médias
comme Omerta, je prends l'exemple de mes confrères, hein. Il y a aussi Toxin, il y a aussi Géopolitique profonde, on a même des tribunes plus indépendantes encore comme Tribune Libre qui est une consoeur, ce qu'on appelle des journalistes citoyens, mais qui essayent justement de respecter la charte de Munich, parce qu'un médecin qui n'a pas respecté le serment d'Hippocrate, théoriquement, ça doit se voir. C'est-à-dire que on a des textes qui existent, qui sont censés être respectés, que personne ne respecte. Déjà, quand on me dit qu'à l'école de journalisme, on n'apprend pas la charte de Munich, je me dis déjà, il y a un problème. Moi, en fac de droit, j'ai un peu appris la Constitution, ça reste la base. On a appris la Convention européenne des droits de l'homme, ce genre de choses. Donc, à quoi ça sert de faire des textes si personne ne la respecte? Je pense à ce passage dans la traversée de Paris où Gabin, il dit à la serveuse qui veut le foutre dehors avec Bourvil, il dit à quoi ça sert qu'on fasse des lois si personne ne les respecte? C'est un peu ça. C'est-à-dire les lois, c'est toujours pour les autres, mais nous qui faisons les lois, on ne doit pas la respecter. Alors, il y a des gens qui sont au-dessus et d'autres qui sont en dessous, ça se passe comment? Donc moi, je ne comprends pas, honnêtement. Alors, on va essayer de... Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait poser une question? Ben moi, je voudrais juste citer Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pas une question de pas être d'accord. Comment dire? Bon, c'est un vaste débat. C'est même pas une question d'être d'accord, c'est que il y a quand même affirmation de votre part de certains faits. Moi, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. On ne peut pas affirmer des vérités si on n'en a pas, enfin la preuve c'est un peu difficile, mais il y a des affirmations de votre part sur certains faits. Et sur quel fait par exemple? Non, je n'entre pas, justement pas. Alors moi je me suis retirée de tout ce qui est même Facebook, là je mets une fois par semaine, parce que j'ai compris. Je lis les mails, et effectivement comme disait... je connais un peu, nous nous retrouvons... C'est déjà beaucoup. Hein. Corporellement. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on est là-haut, là, dans tous ces discours. Les choses doivent passer par le corps, par le charnel et par l'ancrage. Il y a quand même une chose, il y a des lanceurs d'alerte environnementaux, écologistes actuellement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, que ce soit la gauche, la droite, l'extrême droite ou l'extrême gauche, on est devant le mur. Donc pour moi, l'alerte et l'urgence aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il pleut. Tant mieux. Tant mieux. Ah, tant pis, mais tant mieux. Et demain, il fera beau. Non, mais on a quand même vécu un été qui va se reproduire. Peut-être pas tous les ans, mais pour les 3 ans. En 1976, madame, cet été n'existait pas déjà. En 2003, il ne s'est pas existé. Vous voyez? Moi, j'étais pas né en 76, non, mais il y avait la taxe sécheresse. Oui, non, mais... En 2003, je me rappelle très bien, mon grand-père a fait un AVC cet été-là. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Non, c'est pas ça. Il y a un dérèglement climatique, mais vous regarderez, Claire Sévrac le disait déjà, la technologie HARP, la technologie militaire. Écoutez, voilà quoi. Voilà, non, mais c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Bien sûr. C'est ce que je pensais. Voilà, donc le but d'une table ronde, c'est de confronter les avis dans le respect de chacun. Chacun peut avoir ses opinions, chacun peut avoir son avis. On est là pour en discuter. Il y a madame qui veut, c'est Marianne, qui fait partie de l'association Nid Plume qui nous accueille. Ah. Oui, alors moi, ma réflexion, c'est que tout ça, ça fait peur parce que... Alors moi, je vais parler avec mes mots. C'est simple. On nous parle de pays où les femmes n'ont qu'un droit, sont voilées, n'ont pas le droit de faire ceci, faire cela. Mon ressenti, et je vous assure que le cœur, il bat très fort là en parlant, c'est qu'en fin de compte, moi j'ai l'impression que la France, la démocratie n'existe plus, la fraternité n'existe plus, le libre arbitre de dire ce qu'on pense, on commence à nous serrer la ceinture très fortement. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Moi, je faisais partie des Gilets jaunes. J'y suis allée. Et je vous assure que le cri du peuple, tous ceux qui sont au gouvernement, ils font sourde oreille.
moi j'ai l'impression qu'on revient aux temps anciens, c'est-à-dire un roi. Eh ben toi, t'es sujet, t'as pas voulu bosser, on te coupe les mains comme ça de main, voilà. Ou alors toi, t'as pas payé, allez hop en prison au cachot. J'ai l'impression qu'on devient ce pays. On est déjà dedans. Et quoi faire? Parce que si on parle, comme vous disiez, on est menacé. Mais alors, peut-être qu'il va falloir faire des groupes crépuscules, je ne sais pas comment on disait avant, ou alors comme au temps de la guerre, hein, se mettre dans des endroits cachés pour parler, pour comploter et renverser tous ceux qui nous veulent. Voilà. On n'est plus... Enfin, sincèrement, pour moi, on n'est plus un pays libre. C'est terminé. Et puis je ne peux pas vous donner tort, parce que dans les émissions, je le dis suffisamment comme ça. Alors c'est une question plus ou moins politique que vous me posez, mais je vais vous répondre parce que c'est très intéressant ce que vous dites sur les rois, etc. Parce que j'ai fait, et c'est l'émission la plus populaire de ma chaîne, on vient d'atteindre les 100 000 vues, et je vous invite tous à la voir. Ça s'appelle « Les coulisses de la Révolution française » par Marion Sigaud. On nous a menti sur énormément de choses. En réalité, parce que si on avait dit la vérité aux gens dès le départ, nous n'en serions pas là. En réalité, déjà, même la Révolution française, à l'origine, n'est pas une révolte populaire. La Révolution n'a jamais été faite par le peuple. Je suis désolé de le dire, moi-même je l'ai découvert, j'y croyais, et il y a quelqu'un comme Henri Guillemin, qui n'est pas de la toute dernière jeunesse, puisque c'était des conférences des années 60, il dit c'est 1/10 de Paris qui s'est révolté. Voilà. Et encore une fois, je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer, mais c'est un coup d'État de la franc-maçonnerie pour mettre des bourgeois au pouvoir. C'est ça la réalité de la Révolution française. Et Marion Sigaud a quand même un parcours très spécial. Elle était rouge, hein, LCR, hein, Arlette Laguillet, etc. Elle a viré à droite. Je connais très peu de gens qui ont fait l'inverse, par contre. Non, mais c'est vrai. Ils sont tous passés de rouge maoïste à limite considéré comme d'extrême droite aujourd'hui. Et en discutant avec elle dans l'émission, elle m'a dit, moi je suis pour le retour de la royauté. Parce qu'en réalité, la royauté, c'est un mensonge aussi, tel qu'on nous l'a raconté. Et je lui ai dit, écoute, le 21 janvier, c'est censé être la mort de Louis XVI. Faisons une conférence sur Louis XVI pour expliquer qui était vraiment Louis XVI. Parce que Louis XVI nous a été vendu comme un monstre sanguinaire qui martyrise son peuple. Moi, le peu que j'ai lu sur Louis XVI, j'ai lu qu'il voulait supprimer la plupart des taxes qui existaient à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on a 10 fois plus de taxes que sous Louis XVI. Et de ce fait, je pense que la base déjà, c'est très long, mais c'est nécessaire, c'est de se réapproprier son savoir. Parce que quand déjà on a été berné par les mensonges et une volonté de nous rendre l'ignorance, vous savez, Orwell disait une phrase très juste, hein, l'ignorance repose sur le terreau de la dictature. Non, pardon, la dictature repose sur le terreau de l'ignorance. Voilà. À partir du moment où nous sortons de l'ignorance, nous devenons souverains. La volonté que nous devons avoir, c'est pas d'être libre. La liberté, c'est une notion tellement épurée aujourd'hui que... Oui, mais la liberté, c'est la géométrie variable. On s'aperçoit qu'on n'est pas tous égaux. En droit et en liberté, Bayrou n'est pas égal avec nous, par exemple. C'est lui qui va vous dire que c'est de votre faute si la dette existe. Lui, il est responsable de rien, lui. Il n'a jamais bossé de sa vie, il a été 50 ans au pouvoir, mais il est responsable de rien. Donc, c'est en ce sens, pardon. Qu'on évoquait tout à l'heure, la responsabilité de chacun d'aller chercher au fond de lui-même. Absolument. Hein, ce pourquoi il existe, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. C'est la définition d'un citoyen, justement. Voilà. Aller chercher l'information, se réapproprier ça. J'essaye. Et de reprendre déjà son propre pouvoir pour pouvoir comprendre les mécanismes qui lui sont imposés pour reprendre sa vie en main. Mais ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est une étape. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on nous a empêché de faire pendant le Covid? On nous a empêché de nous parler. On nous a empêché de nous rencontrer. On nous a empêché de nous toucher. Rappelez-vous quand même qu'on interdisait. Ça a été une coupure du lien social. Mais oui, mais la coupure, elle ne va pas se refaire en 3 jours. Non. Il va falloir des années encore. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez. Moi, on m'a suspendu parce que j'ai refusé une injection quand même. J'étais guide touristique à Lascaux. On m'a dit, si tu n'as pas le QR code, c'était même pas si j'étais en bonne santé. Parce que je suis un des seuls à ne pas être tombé malade. Je voudrais juste faire une parenthèse là-dessus parce qu'en 2025, ça garde encore des stigmates quand même. Je suis revenu l'été 2022 après avoir été réintégré. Je suis un des seuls de l'entreprise qui ne soit pas tombé malade et qui ait dû bosser en plus de mes collègues. Parce que mes collègues étaient en arrêt maladie à cause notamment de ça et j'ai dû faire 2 fois plus de boulot. Donc ça a été quoi ma récompense? Être suspendu et bosser 2 fois plus. Et limite sans même un merci. Et donc on a empêché les gens de se voir. Qu'est-ce qu'on a fait aux enfants à l'école? Qu'est-ce qu'on aura fait?
on les a détruits. On a dit aux enfants, ne touchez pas à vos grands-parents, vous allez les tuer. Des professeurs de médecine qui ont dit ça. Voilà. Et il est où le serment d'Hippocrate là-dedans? Elle est où la déclaration d'Helsinki, la convention de Il y a eu aussi une phrase qui a été importante, la culture n'est pas essentielle. Il n'y a pas de culture française aussi, c'est ça qui a été dit aussi. Et nous sommes des non essentiels, absolument. J'aimerais avancer, parce que là on a parlé de l'information. Non, mais j'aimerais avancer un peu dans le débat, parce qu'on a parlé beaucoup d'informations. On a parlé de fausses informations. Moi, j'aimerais parler aussi de liberté d'expression. Parce que la liberté d'expression, on en a de moins en moins. On le voit, hein, qu'on soit journaliste indépendant, journaliste avec carte de presse, particulier ou influenceur, on a de moins en moins de liberté d'expression. Et quand on voit, par exemple, moi j'ai envie de te poser une question, est-ce qu'on peut rire de tout ou écrire sur tout? Je vais te faire une allusion, par exemple, au journal Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, qui avait semé un peu la panique dans les... Caricature de Mahomet. La caricature de Mahomet. Il y a eu d'autres choses qui ne viennent pas à l'esprit forcément maintenant. Figure-toi que c'est la première manifestation que j'ai faite de ma vie. C'était le 11 janvier 2015 sur la liberté d'expression. Parce que je considère qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est impensable de tuer des gens pour leurs idées. Ce qui s'est passé pour Charlie Kirk, c'est un exemple. Quand je vois tous ceux qui se réjouissent de la mort de cet homme, père de famille, 32 ans quand même. Voilà. Je pense que quand on meurt pour ses idées, c'est qu'on a franchi un stade. On peut discuter de tout. On devrait en fait. On devrait pouvoir parler de tout, discuter de tout, etc. Parce que quand tu m'as parlé de rire de tout, j'ai pensé à des proches tout de suite parce que on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais moi, j'ai rajouté, on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on s'autorise à penser dans les milieux autorisés, comme disait Coluche. Et donc aujourd'hui, on ne nous autorise même plus à penser. C'est aller encore plus loin. Et Bettina, tout à l'heure, me parlait de la loi de l'Union européenne, aujourd'hui, qui resserre les vis. Il faut rappeler que Mme von der Leyen a dit « l'Union européenne possède les valeurs du Talmud ». Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi les valeurs du Talmud? Déjà, qui a lu le Talmud? Voilà. C'est un texte juif qui est apparemment très hard, etc. Je ne l'ai pas lu, je vais essayer de m'y mettre parce que j'ai essayé de lire la Bible et le Coran déjà pour essayer de comprendre un peu le monde dans lequel on vit. Mais je pense que déjà la première chose, et monsieur le disait très bien, c'est de se rencontrer, c'est de lire. Et ma mission, je considère que c'est une mission personnelle, c'est de rebétonner par le bas, la base. C'est-à-dire le savoir, les connaissances, l'information, parce qu'en fait, quand on sort de plusieurs années d'école, qu'est-ce qu'on retient vraiment de ce qu'on a appris? On nous a appris tellement de choses à l'école et pas forcément utiles pour la société. Moi, j'ai fait 20 ans d'école, université comprise. Je suis arrivé en fac de droit, on m'a dit « vous êtes les élites de la nation ». Tu as 18 ans, tu débarques, c'est ton premier cours, on te dit « tu es les élites de la nation ». Et après, on s'étonne qu'on est Bardella, qu'on est Attal, etc. et qu'ils prétendent gouverner un pays alors qu'ils n'ont jamais bossé de leur vie. Ces gens-là, je veux bien les avoir en débat, par contre. Moi, j'ai des choses à leur dire. Surtout que je suis de leur âge quasiment et que, par contre, je connais le monde du travail pour en avoir fait un certain nombre et que, quand on prétend gouverner un pays, il faut déjà connaître les gens qui y habitent. C'est ça, la base. Le problème, c'est qu'on a plusieurs problématiques. La liberté d'expression, on devrait pouvoir parler de tout, mais aujourd'hui, tout est fait pour qu'on soit... j'allais dire individualisé. On est atomisé. Encore une fois, il faut lire Orwell et Huxley parce qu'ils ont déjà tout dit. Moi, je ne vais faire que de la paraphrase. Mais ce que je constate, c'est que chaque jour qui passe, c'est une liberté en moins. Donc, dans la vision du progrès, c'est quand même particulier. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux. Je vais vous donner un exemple très concret et qui est assez sidérant d'ailleurs. Tout le monde connaît l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Je suis tombé sur une vidéo assez incroyable d'ailleurs, de 1973, au Grand Orient de France, donc loge maçonnique à Paris, reportage de 7 minutes dans cette loge maçonnique, avec le maître du Grand Orient, Fred Zeller, où il explique la franc-maçonnerie, ce que c'est, son histoire, etc. Et à la fin, les 20 dernières secondes, sur la musique de Maréchal Nous Voilà, eh bien, on a les noms des adhérents à la franc-maçonnerie, Lévy, Cahin, Cohen, ils sont affichés. Il y a un écriteau avec marqué
Je n'invente rien. La vidéo est toujours à l'INA. La haute banque juive et maçonnique. Et il y a un autre truc, alors je crois que c'est ça le plus sidérant encore, un buste de Marianne est marqué « Les maçons sont fiers et revendiquent d'avoir été à l'origine de 1789, la révolution bourgeoise ». Il n'appelle pas la révolution française, hein, la révolution bourgeoise. 1830 et 1848, les émeutes qui ont mené à la Second Empire sous Napoléon III. Et donc, j'ai diffusé plusieurs fois ce passage en émission. Ça allait à peu près. Et puis là, récemment, j'ai essayé. La vidéo, elle est censurée 5 minutes après le direct. Juste pour cette vidéo, revendiquer atteinte aux droits d'auteur. Parce que ça, c'est le nouveau truc, ça. On attaque sur les droits d'auteur, soi-disant. Alors que c'est l'INA, c'est notre argent, c'est notre patrimoine audiovisuel quand même. Et donc, on ne peut plus diffuser de vidéos de l'INA. Je l'ai fait avec un invité récemment. J'ai voulu passer un extrait du film I comme Icare avec Yves Montand de 1979 qui parle de l'expérience de Milgram de Stanley Milgram de 1963. Un film à voir. Moi, je l'ai vu pendant le confinement. Exceptionnel. On a des mines d'or dans notre patrimoine, c'est incroyable. Pareil, ça a fait sauter la vidéo. Voilà, l'INA ne passe plus sur YouTube. Il faut que ça passe par l'organisme, etc. Et c'est avec nos impôts que c'est financé. Donc vous voyez, ça c'est une atteinte à la liberté d'expression, parce qu'en fait c'est un outil pédagogique dont je me servais. Ben oui, donc on ne peut plus faire de pédagogie. La vidéo qui a créé ma chaîne YouTube, sur le harcèlement scolaire, c'est un reportage que j'ai tourné avec ma mère ici présente, entre autres. Au mois d'avril, elle a été supprimée par YouTube. Du jour au lendemain, ça faisait 7 ans qu'elle était sur la chaîne. Et ça a été signalé pour atteinte au droit d'auteur alors que je suis le personnage principal du reportage puisque c'est mon parcours. J'ai essayé de faire des réclamations, etc. Rien. Et j'ai eu un avertissement de YouTube en plus. Ça veut dire qu'il me reste encore 2 avertissements et ma chaîne elle saute. Voilà. Et là, je vais avoir 60 000 abonnés. Donc vous imaginez le truc qui fait qu'on parle de liberté d'expression et c'est pour ça que moi je dis à YouTube, non, ne nous parlez pas de démocratie, ne nous parlez pas de lutter contre la désinformation. Ça, c'est des termes, vous savez, de novlangue, de valeurs inversées. On lutte contre la désinformation, on traduit, on autorise les créateurs de contenu à dire ce que le système prévoit et autorise. C'est ça la réalité. La lutte contre la désinformation, c'est ça, parce que les fact-checkers ne devraient pas exister. En réalité, c'est ça. Il n'y a pas de vérité binaire, c'est pas manichéen. Donc la liberté d'expression, forcément, elle est tuée dans l'œuf. Et moi qui suis né en 90, j'aurai 35 ans dimanche prochain, je peux vous dire que depuis 35 ans, entre la période des inconnus, la fin des années Coluche, etc., et ce qu'on vit aujourd'hui, franchement, j'ai mal à ma France, hein, ouais. Honnêtement. Et j'ai peur que ça s'accentue encore plus avec l'intelligence artificielle qui va créer des algorithmes pour filtrer même que ta vidéo ne soit pas publiée dans l'instant. Voilà. Je crois qu'il y a une question pour madame. Merci. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'on a un peu coupé court, et c'est dommage, parce qu'au final, on fait un peu le fact-checker en annonçant en 75, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même un événement climatique qui se passe, on est tous quand même assez d'accord. Après, on a des lectures différentes. Bien sûr, et c'est là où il faut aller un petit peu plus loin, parce que les éoliennes, on se rend bien compte qu'il y a peut-être un petit souci avec ces éoliennes, parce que quand on va au fond du sujet, l'éolienne, quand elle ne produit pas, il faut... De l'électricité. Voilà, électricité, Sans compter, on la trouve où? Par des usines, enfin des centrales à oiseaux charbon. Voilà les problèmes également, même d'ondes qui sont générées par... Bref, ce serait intéressant de revenir un peu sur ce sujet, parce que c'est dommage, ça a été coupé un peu trop court. Je précise une chose, je ne suis pas spécialiste de l'écologie. Par contre, non, mais c'est vrai que ça demanderait une autre conférence ou quoi que ce soit, mais juste pour faire une parenthèse là-dessus, les sujets écologistes, moi je ne suis pas contre, au contraire, j'ai déjà parlé du nucléaire, etc. J'ai un très bon confrère et ami qui s'appelle Jean-Michel Jacquemin Raffestin, qui a quand même un cursus spécial. Lui, c'est un lanceur d'alerte. Oui, il a écrit sur Tchernobyl, sur Fukushima. D'ailleurs, on va refaire une émission l'année prochaine sur Tchernobyl et Fukushima. Il est en train de préparer un ouvrage, et je vous l'annonce en révélation. Il prépare un bouquin qui s'appelle Climarnac, justement, sur les voitures électriques. Et il m'a dit, si tu changes de voiture, ne prends pas une électrique. Faites le test. Alors, je vous donne un petit conseil d'amis, faites le test. Moi, j'ai ma DS4, ma voiture. Quand je l'ai achetée, j'ai découvert 1 an après qu'il y avait un truc qui s'appelait l'AD Blue.
la D-Blue, le filtre antiparticules, qui est pour moi une escroquerie politique, écologique et économique. Alors la D-Blue, en fait, c'est une forme de filtre antiparticules. En gros, c'est pour ne pas polluer ou, je sais pas, renvoyer des roses. Brûler les suies Voilà, du brûler les moteur. Alors avant, c'était le gasoil qui le faisait. Voilà. Et ils ont mis L'additif. la D-Blue qui Exactement, c'est un permet additif. de toucher des sous, des C'est de taxes l'urée. déjà. C'est de l'urée en plus. Il faut surtout Ça pas mettre pue, enfin, sur les doigts ou sur la carrosserie Et- parce qu'on voit le résultat. Et un jour, j'ai le voyant AD-Blue de ma voiture qui s'affiche. Je vais voir mon garagiste. Il me dit: ah, mais tu connais pas l'AD-Blue? C'est comme un compteur, un distributeur. Alors c'est en plus du carburant. Donc déjà le carburant est assez cher comme ça. Et en fait, moi, c'est sous ma roue de secours dans le coffre. Le concessionnaire qui me l'a vendu me l'a jamais évoqué, hein. Et donc déjà, il y a un manque d'information. Et j'ai 17 litres à remplir. Et tous les 15 000 km, je dois remplir ça pour éviter que ma voiture soit trop polluante. Voilà. Et qu'elle s'arrête. Et qu'elle s'arrête, parce qu'en fait, si je ne fais pas le truc, au bout de 2000 km, elle s'arrête. Ça a été décidé en 2014 au Parlement européen, figurez-vous. Vous savez, notre souveraineté européenne, là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, toutes les voitures diesel sont concernées, quelle que soit la marque. Mais ça a été terrible, parce qu'en 2022, j'ai passé presque 2 mois au garage, et j'ai dû faire changer le moteur AD-Blue, qui est plus grand que les 2 tables réunies, quand même. Et tous les soirs, à une époque, il fallait que j'aille au garage, parce que c'est par ordinateur, c'est par numérique, justement, où ils relancent la bagnole. Vous savez, les bagnoles modernes, faut pas en acheter, en fait. Faut garder les voitures anciennes, mais ça, je vous dis, enfin anciennes, celles qui ont 10-15 ans, quoi, celles qui ont le moins de numérique possible. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, je pose la question au garage à chaque fois et je dis aux employés: vous avez quoi comme voiture? Oh, moi j'ai une vieille de 105 à 20 ans. Mais je lui dis, et j'en connaissais un à Citroën, il roulait en Mercedes. Mais je lui dis: attends, tu vends un produit dont toi-même tu ne crois pas à la fiabilité et tu roules avec une voiture allemande. Il répond pas là. C'est comment dire, le mec il vendait de l'intelligence mais il n'avait pas un échantillon sur lui, comme disait Coluche. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je dis: mais comment ça se fait que vous roulez tous avec des vieilles voitures? Mais il dit: si je veux changer un truc, c'est pratique, j'ai pas besoin de démonter le moteur. Et il me dit: mais en fait, vous me conseillez quoi? De ne pas prendre des voitures modernes, quoi. Déjà, il n'y en a plus de françaises quasiment. Et ce qui s'est passé avec la D-Blue, c'est que je me suis rendu compte qu'il fallait recharger donc 17 litres. Alors, vous avez aux stations Leclerc, vous avez chez Total des trucs comme ça, donc des bidons. Alors, ça vaut cher, hein, parce que c'est en plus du carburant. Et tous les 10-15 000 km, vous avez ça. Et j'ai demandé l'avis d'un garagiste bagnole électrique pour le contrôle technique. Il me dit: mais mon pauvre monsieur, on vous vend du rêve, là. C'est de l'escroquerie, ça pèse plus lourd qu'une voiture normale. Parce que forcément, ça pèse 2 tonnes en moyenne, ça pollue plus. Et puis s'il y a des problèmes de pluie, etc., parce que Claude François, il sait bien ce que c'est, hein, conducteur. Donc, de ce fait, les bagnoles électriques, c'est de la merde. Je suis désolé de vous le dire. Mais le truc, c'est qu'il y a un projet derrière. Qui a lancé ça? Il y a eu Tesla déjà avec Elon Musk. Sachant que Tesla, bon, il y en a quand même certaines qui ont flambé. Mais il y a un projet derrière, c'est que d'ici 2035, on éradique les voitures thermiques. Donc voilà, mais en fait, il faut bien comprendre, encore une fois, Claire Sévrac en parlait très bien. Je n'ai rien inventé, hein. Claire Sévrac en parlait déjà. Bill Gates est le premier propriétaire terrien des États-Unis, d'accord, qui rachète tous les États-Unis, tous les terrains agricoles. Le monde agricole est en danger de mort. On avait 4 millions et quelques d'agriculteurs dans les années 50. Aujourd'hui, ils sont moins de 400 000. Et forcément, on a ces soucis-là avec l'écologie. Alors, c'est un vaste débat. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais on sait que le nucléaire est l'énergie la plus propre, qu'on a fermé des centrales à tort, qu'on a ce genre de choses. Le problème, c'est que mon grand-père disait souvent: on ne fait pas de la politique avec de l'écologie. L'écologie, c'est l'affaire de tous. C'est pas censé être un parti politique, l'écologie. Je suis désolé. C'est comme les animaux. Les animaux, voilà, on a tous plus ou moins des animaux. Et le problème, c'est que aujourd'hui, l'écologie est devenue une religion. Moi, je suis tout à fait prêt à trier mes déchets. Mais à ce moment-là, on enlève les poubelles de merde qu'il y a en ce moment. Moi, chez moi, à Sarlat, on nous a imposé des... Alors, je voudrais savoir qui est l'ingénieur qui a eu l'idée de génie d'inventer des poubelles avec des formes rectangulaires pour mettre les fameuses poubelles enfouies, là. Vous savez, ces trucs-là, vous avez des poubelles noires, vous n'arrivez même pas à enfoncer parce que c'est tellement étroit, alors qu'on avait nos poubelles jaunes et nos poubelles noires. Et en 2022, ils ont décidé d'enlever tout ça. Donc, on avait de quoi trier nos déchets. Et on nous a empêchés de le faire, et maintenant ils s'étonnent qu'il y ait des déchets. Alors je ne sais pas où Sandrine Rousseau ou Émeric Caron vont jeter leurs déchets,
Mais en tout cas, je voudrais bien que ces gens-là prennent conscience que l'absurde, ça suffit, quoi. Alors, je vais faire C'était deux. une parenthèse, Ouais, je vais revenir sur deux petites choses. Et après, je passerai le micro à Serge. Les voitures électriques, ça a été surtout lancé au moment où on nous disait dans les médias, attention, il va falloir faire des économies d'énergie parce que nous ne savons pas si, voilà, non, pour l'Ukraine, mais aussi si nous ne savons pas si nous pourrons fournir tout le monde dans cette période d'hiver. On risque de couper l'électricité et c'est là où on vous dit il faut acheter de l'électrique. Donc je vois pas trop. Et à l'Élysée, ils ont des voitures électriques Bah oui, ou hybride peut-être. Oui, parce qu'apparemment, il y a eu un problème dans une préfecture où ils sont tombés en panne. Parce qu'il faut savoir aussi, puis tu me parles d'électricité, 300 et quelques mille euros la facture d'électricité à l'Élysée, hein, quand même. Oui. Donc il faudra peut-être déjà donner l'exemple avant de donner Voilà. des sons. Et une autre chose, tu parlais d'écologie où il y a des aberrations. Et une aberration, mais ça c'est une source, et c'est source sûre, vérifiée. Je ne suis pas journaliste, je suis qu'animateur de radio. À Aurillac, il y a eu une manifestation le 10 novembre. 10 septembre, je veux vieillir, c'est pour ça. 10 septembre, et il y a des écologistes qui ont fait tous les garages automobiles, les concessionnaires automobiles, pour mettre sur les SUV des autocollants, le SUV pollue, le SUV machin. Sauf que la plupart des SUV maintenant sont hybrides ou électriques. Donc ils ont mis des autocollants sur les voitures où les concessionnaires ont eu du mal à les enlever parce que c'était des autocollants avec bas de gamme, avec une colle qui tenait bien et du papier. Donc imaginez, même si des voitures des clients qui ont déjà leur voiture ou des voitures neuves avec un autocollant qui ne part pas, ça fait un peu désordre. Mais c'est les écologistes qui ont lancé ça, ils ne ont même pas la connaissance mécanique de dire si c'est une voiture hybride ou une voiture électrique, on colle des autocollants n'importe comment. Je vais prendre le problème de côté ou à l'envers, si tu me permets, parce que j'ai appris récemment, parce que bon, je commence à prendre l'âge un peu, alors je ne suis pas au courant de tout ce que fait la jeunesse, qu'on a donné le permis de conduire à 17 ans. Mmh. On nous dit qu'il y a trop de voitures, qu'on pollue trop, mais on donne le permis à 17 ans. C'est une nouvelle génération qui va avoir des nouvelles voitures, donc on va multiplier le nombre de voitures sur la route. Déjà, je comprends. Alors, si, je sais pourquoi ils font ça, parce que c'est pour des raisons électoralistes, comme à l'époque, Giscard a mis la majorité à 18 ans au lieu de 21. Néanmoins, comme on a tendance à vouloir être américanisé à fond, en Amérique, je crois que c'est 16 ans, si je ne dis pas de bêtises, le permis, moi, je vois un truc qui, je suis désolé si ça concerne certains, mais la voiture sans permis, pour moi, est une absurdité sans nom. C'est-à-dire que on doit tous avoir le permis pour conduire. Pourquoi on autorise des voitures sans permis? En plus, à un tarif, une voiture sans permis, c'est 35 000 euros en moyenne. Il faut quand même avoir les moyens. Donc, on voit des gamins de 13-14 ans conduire. En plus, au-delà de la laideur de la voiture elle-même, hein, la pauvre Topolino. Mais il y a un problème de fond. Moi, je suis dans une ville à Sarlat, qui est une ville ultra touristique, où en fait c'est devenu les Pays-Bas. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui l'idéologie actuelle, je n'ai rien contre les vélos, hein, mais des pistes cyclables partout. Ah oui. C'est-à-dire que les pistes cyclables, déjà sous Sarkozy en 2008, il a lancé un truc quand même, il aurait fallu réfléchir à deux fois, c'est-à-dire qu'il a permis d'aller dans les deux sens, même en sens interdit. Donc on a créé de plus en plus de problèmes. Je ne parle même pas de la trottinette, qui est devenu un danger public, parce qu'il y a des trottinettes qui vont jusqu'à 50-60 km/h quand même. Donc, moi, je veux bien parler d'écologie, mais il faudra déjà régler les absurdités actuelles, parce que le problème, c'est qu'on a tendance à croire que Paris, c'est le monde, et que Paris, tout le monde doit être parisianisé. Et de ce fait, moi, je suis OK pour trier mes déchets, etc. Je ne pense pas être, à titre personnel, un très gros pollueur. Quand je me brosse les dents, je ferme le robinet, etc. Mais en fait, ce qui est problématique avec cette idéologie, c'est qu'il y a de la culpabilisation permanente et que les gens qui nous font cette culpabilisation sont capables de prendre des jets privés pour aller faire la COP27 pour dire ce qu'il faut dire aux pauvres et aux gueux sur la consommation. Alors que ces gens-là, un jet privé, ça consomme pas mal, ne serait-ce que pour faire 100 km ou pour aller à Pau, par exemple. Donc, ou pour aller voter. Ou pour aller voter. Ouais. Donc, j'allais dire, les moralistes, ça va bien, quoi. Et donc, charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Alors, on a bien dévié quand même. Hein. Je sais pas si. Mais c'est pas bon, attendez, il y a une dernière question. Mais ça reste de la liberté d'expression, quand même. Merci d'être là, Nicolas. Merci à vous. Oui, parce que je vous ai beaucoup écouté sur les réseaux. Et moi, ce que je m'aperçois, parce que je réfléchis depuis longtemps et depuis les Linky,
Ça a été mon combat et on a très mal fini, nous, avec ça. Oui et non, parce que du coup, on se trouve en Corrèze maintenant. Merci. Alors, j'ai beaucoup écouté, regardé des vidéos. Et maintenant, je m'aperçois qu'on nous montre les uns contre les autres, que peut-être le but, il est là. Et ma question aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, eh bien, que fait-on maintenant, nous? Comment peut-on se sortir de là? Parce que notre parcours, ça date, hein, les Linky, vous voyez, depuis quand ça date. Claire Sévrac était vivante à l'époque. On avait un petit groupe avec Philippe Carrère, avec Stéphane Lhomme, qui est l'observateur du nucléaire. Il est venu dans notre département. Nous, on était un département pilote à l'époque. Et donc, moi, je me suis soulevée à ce moment-là. Et c'est un peu long. Je suis fatiguée. Je sais. Et heureusement, on a rencontré des gens ici avec qui on se rencontre, on médite, on parle, mais maintenant, il faut aller plus loin. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est une excellente question parce que je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas magicien. Je n'ai pas de recette miracle. Je me pose bien sûr la même question. Sauf que pour avoir les solutions, il faut déjà comprendre ce qu'on vit. Parce que si on nie le réel, on ne pourra pas avancer. Moi, si vous voulez, avec mon activité, j'essaye par tous les moyens d'apporter ma pierre à l'édifice et de sortir de ce système. Mais sauf qu'il faut mettre les vrais mots sur les vraies choses. Parce que si on a peur, et c'est ça aujourd'hui, en fait, pourquoi on est dans cette situation-là? C'est parce qu'on a peur de ce qu'on pense. Vous regardez des micro-trottoirs, soit les gens sont ignorants du sujet qu'on présente, soit ils ont peur de dire je ne vais pas dire ça, je ne suis pas raciste. Ils sortent même racistes et xénophobes avant même qu'on leur pose la question. En fait, ils ont peur de leur ombre. Moi, j'avais peur à une époque. Mais c'est fini ça. La peur, elle est finie. Et vous m'avez vu aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas sûr que si Nathalie Saint-Cric avait été là, comme c'était pressenti à un moment, elle aurait parlé de la même façon. Mais moi, j'ai aucune peur parce que... Jamais, hein. On ne saura jamais. On ne saura jamais, elle n'est pas là. Ah oui, on ne saura jamais. Mais on la voit déjà sur BFM, on sait un peu ce qu'elle pense quand même. Hein. Mais puis elle et puis sa famille. Bref. Mais en tout cas, ce qui est assez important de comprendre, c'est que pour sortir de ça, il faut déjà remettre les choses dans le contexte, pourquoi on en est là. Et par les émissions, j'essaye d'expliquer aux invités et je leur pose les mêmes questions. Et en général, ils me disent déjà, il faut qu'on réapprenne à se parler. C'est la base. Parce que le Covid, c'est pas derrière nous. C'est encore aujourd'hui. Je suis désolé de le dire. Certains veulent mettre ça sous le tapis. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes toujours en guerre. Il faut rappeler ce que Macron a dit. Il y a des choses qu'il a dit que personne ne veut entendre, mais quand il le dit avec un regard de tueur, il faut l'écouter. Nous sommes en guerre. Il a dit 6 fois. C'est le chef des armées qui l'a dit. Il n'y a pas eu d'armistice pour l'instant. En général, on finit une guerre par une armistice. Donc là, ça fait 5 ans qu'on est en guerre. C'est la guerre de l'information. Et donc aujourd'hui, eh bien, pour moi, la guerre de l'information, pour faire face, il faut repasser par la transparence, par les textes fondateurs, par des gens qui ont écrit des textes afin que l'information soit accessible à tous et le plus gratuitement possible, pour ensuite comprendre ce que l'on vit et savoir comment s'en sortir. Pour le reste, je pense que la solution, elle sera déjà intellectuelle. J'allais dire, c'est un peu mon travail, c'est-à-dire les lectures audio, les émissions, les conférences. Je ne fais pas que des questions-réponses avec des gens sur mon plateau. Il y a des ouvrages, il y a des conférences. Il y a, par exemple, là, je vais faire une conférence, comme je disais, avec Marion Sigon sur Louis XVI. Donc, il y a des gens qui vont réapprendre qui était Louis XVI. Voilà. On va faire une émission spéciale sur Gaza le 7 octobre. Voilà. Moi, j'essaye d'être suffisamment créatif pour que les gens puissent avoir un maximum d'informations. Et il y a beaucoup de gens qui me contactent pour me dire, est-ce que vous pourriez parler de tel sujet? Par exemple, sur l'eau. Là, j'ai découvert un puisatier. Il s'appelle Isidore, je le salue, il habite au bassin d'Arcachon, il a 88 ans, il fait partie des derniers puisatiers de France. Ils sont 15. Il a une association qui s'appelle les Amis des Puits. On a fait une émission au mois d'août et j'ai senti que c'était un moulin à parole, un peu comme moi. Donc je lui ai dit, écoutez Isidore, ce que je vous propose, c'est de faire une série ensemble, une série d'émissions. Donc chaque mercredi au mois de novembre, moi, je vais diffuser, dans les conditions du direct, une émission avec le puisatier, un épisode. On va réapprendre à nettoyer des puits. Il y a presque 10 millions de puits abandonnés en France, quand ils ne sont pas l'objet de captage routier pour faire des projets d'autoroute.
C'est à partir de là que le déclic s'est fait, justement. Et donc, voilà, redonner la vertu à une activité comme Puisatier, par exemple, remettre au goût du jour des choses. Ensuite, on doit se rencontrer. C'est ce qu'on fait là. Là, ce que fait monsieur me disait tout à l'heure, c'est ce que d'ailleurs Marion Sigaud me disait, il faut qu'on refasse nation, mais localement. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que la solution ne viendra pas de Paris. Elle viendra encore moins de l'Élysée. Elle viendra encore moins de l'Union européenne. Parce que on n'est plus souverain de rien. On a tout perdu, mais on n'a pas tout perdu uniquement parce que c'est notre faute. On a tout perdu parce qu'on nous a trahis, on nous a menti, on nous a volé, pillé et racketté, et aujourd'hui on dit que c'est notre faute. Donc de ce fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est sortir de ce système. Et je le dis à titre personnel, là c'est plus le journaliste qui parle, mais le citoyen, je pense qu'il faut sortir de la République. Parce qu'en réalité, la République a apporté ces problèmes-là. Et ça fait la 5e République. On voit que ça ne va toujours pas. La 6e ne sera pas mieux. Donc peut-être qu'il faut changer de système et une première démocratie. Alors je ne dis pas que Étienne Chouard a raison, parce que je suis en désaccord avec lui sur beaucoup de points, mais j'invite beaucoup de gens qui ont des programmes ou des projets alternatifs, citoyens, etc. Alors c'est toujours un côté politicien, mais j'essaye de donner la parole à des gens qui ne sont jamais visibles pour aussi débattre avec eux et se dire mais pourquoi vous n'êtes pas allié à telle ou telle personne? Et je vois en fait qu'il y a beaucoup de satellites. Et je leur dis, moi, le but, c'est que vous deveniez une étoile. Moi, les émissions, c'était ça. J'ai rencontré des gens qui, en fait, pensent la même chose ou sont la même longueur d'onde, mais ils sont trop éloignés. Encore une fois, le Covid a créé cette situation. Avant le Covid, ce n'était pas à ce point-là. Mais quand on a enfermé tout le monde, à part Internet, on avait quoi? On était contrôlés dans la rue avec les auto-attestations. Donc là, eh bien, les années qui viennent, au-delà de la réinformation, c'est se reparler. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le système, il maintient la division pour mieux régner. Sauf que le système, il est en train de tomber là. Là, je ne lui donne pas 5 ans avant de tomber. C'est-à-dire que là, il est en train de mourir de sa belle mort. Certains disaient même que c'est la chute de l'Empire romain, mais version 2025. Et c'est à souhaiter, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc voilà, après, moi j'ai ma vision des choses, on la partage pas, c'est très bien. Mais voilà, je pense que ça va être déjà sur le plan de l'instruction. Du côté intellectuel. Ensuite, sur le terrain, il y a tellement de choses. Moi, quand il y a eu le 10 septembre, j'aurais dit, écoutez, le 10 septembre, je le fais tous les jours. Je paye en espèces, je boycotte les caisses automatiques, je roule avec une voiture qui pollue pas trop, j'essaye de marcher, je trie mes déchets. Voilà, c'est à la portée de chacun. On peut être un effet colibri. Donc, tout le monde peut le faire, mais le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de culpabilisation toujours sur nous, et pas assez sur ceux qui le mettent en place et qui ne sont pas du tout exemplaires. Quand vous voyez que quelqu'un vous dit mangez ceci, mangez cela, et que lui va se faire des dîners à 100 000 euros, vous voyez de qui je veux parler? Non mais voilà, vous voyez, il y a une telle détestation de la classe politique aujourd'hui qui est normale, même des journalistes. Mon corps de métier, c'est un des plus détestés de France. Ma mission, c'est de lui redorer son blason du mieux que je peux. Alors je suis seul, entre guillemets, parce que j'ai ma chaîne YouTube, etc. Mais je ne suis pas seul dans le sens où on est nombreux à faire ça aujourd'hui. Et donc, je pense qu'on est sur la bonne voie si on continue comme ça. Voilà. Serge, tu veux poser une question? Non, ce n'est pas une question que je voulais poser, c'était un petit peu un accord avec ce que vient de dire Nicolas, pour le coup, et reprendre ce que j'ai entendu dans le public et que je partage également, c'est que la liberté d'expression, on termine sur un système qui s'écroule, sur une technologie en fait qui vire vers plus de nocivité que d'intérêt, et ça c'est toujours un peu le propre de l'évolution technologique. Confère les travaux sur la bombe atomique et compagnie au départ, sur la pharmacie, sur toutes ces choses. Et personnellement, et j'ai entendu des choses dans ce sens tout à l'heure aussi, c'est de refaire société à proximité. C'est de se réapproprier un peu des choses élémentaires. Alors effectivement, quand on a le téléphone portable, quand on a la voiture électrique, quand on a la télévision, etc., et qu'on a en permanence des gens qui nous conseillent et qui nous expliquent ce qu'on doit faire, on perd un peu le contrôle de soi. Je crois que c'est un peu ce qui a été dit depuis le début. Et donc refaire de la proximité, redonner du sens à sa vie en partageant, alors localement d'abord, avec des produits naturels. Enfin, je ne vais pas faire un programme écolo, machin, etc. Je crois qu'on mange ce qu'on a envie de manger, mais en conscience.
hein, et surtout, et c'est quelque chose que j'ai découvert depuis peu grâce aux gens qui m'entourent, c'est une question, je me pose une question, puis c'est la mienne, et puis c'est celle que je travaille régulièrement, c'est qu'est-ce que je suis venu foutre sur cette terre, hein? Je crois qu'on se pose tous la même question. Hein, mais... Qu'est-ce que j'ai à apprendre des autres si je ne me connais pas moi-même? Qu'est-ce qu'il y a de plus, effectivement, par rapport au plaisir, par rapport à toute la consommation, etc. Mais qu'est-ce que ça m'apporte si, par moi-même, je ne sais plus faire des choses élémentaires, essentielles, et puis perte de vue, que je suis entouré par des gens qui m'aiment, que j'aime, avec qui je peux faire, effectivement, être en relation, faire société et bien vivre. Alors qu'en fait, on est en permanence parasité par des gens qui vous vendent ce que vous avez besoin de chercher, mais en restant dans ce qui me paraît être le mal du siècle, c'est cette facilité technologique qui vous est vendue en disant ce sera plus facile. Oui. Et on est tous, je pense, j'aimerais, après, sauf les gens qui ont consenti, tant mieux, hein, connaître des gens qui ne sont pas tombés dans ce piège-là. Et c'est effectivement cette situation-là qui est entretenue, et ça marche formidablement bien. Hein. Ça s'appelle la publicité, ça s'appelle la facilité, ça s'appelle l'expertise. Tout le monde est devenu expert aujourd'hui. Donc, et là encore, et je termine là-dessus, on est harcelé au téléphone pour vous expliquer que si vous achetez ça, votre vie sera facilitée. Eh bien, je dis non. Non. Moi, je veux refaire des efforts, mais des efforts de proximité, des efforts qui sont liés à ma personne, aux personnes qui m'entourent, échanger avec des gens qui partagent mon point de vue et des gens qui ne partagent pas mon point de vue, peu importe, mais dans le respect, et puis c'est peut-être ce que je partage avec vous, Nicolas. Et c'est un peu ce qu'on a commencé à faire aujourd'hui et ce que vous avez commencé, vous, à faire au niveau de l'association Nid de Plume. Absolument. Proposer des conférences, mais aussi proposer une table ronde. Voilà. Je pense que cette table ronde d'aujourd'hui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà, vous avez retenu quelque chose, vous retiendrez certaines choses. Ce qu'on a retenu, c'est qu'on a dévié à un moment et que ça va ouvrir des portes pour d'autres tables rondes. Voilà, on peut faire sur l'écologie, on peut faire sur l'électrique, on peut faire sur les éoliennes. Il y a plein de sujets qui vont pouvoir être abordés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme quoi, le lien social est important. Comme quoi, les rencontres avec des personnes venues d'horizons différents est important. Il faut recréer ce lien social et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Et on peut que s'en féliciter. Si je peux me permettre, je voudrais finir avec 2 points parce que ça m'a interpellé ce que vous m'avez dit. La première, c'est que j'ai quitté l'ASCO 4 après 7 années de guidage, notamment à cause des tablettes tactiles. C'est-à-dire qu'en fait, la technologie m'a écœuré à un point que j'ai quitté un métier pour lequel j'étais peut-être voué à l'origine. Je tiens à le dire parce que pendant le Covid, ça a été le paradoxe absolu de cette période, c'est que l'ASCO 4, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la reproduction intégrale de la grotte de Lascaux, qui a été inaugurée par Hollande fin 2016. Moi, j'ai commencé 2 jours après l'inauguration à mon contrat, où j'avais une vie correcte, tranquille. Et pendant le Covid, on a fait les meilleures visites qu'on a jamais faites de toute la carrière à Lascaux. Nous faisions 1h30 de visite. Alors, on avait le masque, etc. Bien sûr, c'était contraignant. Mais on prenait plus de temps au-delà de la grotte. C'est-à-dire que les gens, au lieu de s'arrêter à la grotte et de faire la visite libre avec les tablettes, on les accompagnait jusqu'à la fin sans aucune tablette. En fait, ce qui était bien à l'époque, c'est que les tablettes étaient considérées comme objets de contamination. Et donc, au-delà des nombreux pourboires qu'on a reçus, parce que pareil, il y a une paranoïa aussi, si vous donnez des pourboires ou si vous donnez de l'argent liquide, vous allez contaminer votre voisin. Donc payer en carte bleue, avant l'euro numérique, hein, bien sûr. Et j'ai fait les meilleures visites de ma vie. Et quand c'est revenu à la mode d'avant, j'ai dit c'est bon, j'arrête. Je ne suis plus fait pour ça, j'en ai marre. Mes collègues étaient ravis parce que moins ils en faisaient, mieux ils se portaient. Moi, ce n'était pas ma vocation, je me levais pas le matin avec une mentalité de fonctionnaire. Donc je me suis pris le choix avec certains collègues et je tournais en rond et donc j'ai quitté cela pour les émissions. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup parlé du Covid parce qu'il y a un élément aussi qu'on oublie souvent, c'est les destructions des familles pendant les fêtes de Noël. Je pense qu'il n'y a rien de pire et ça j'en ai reçu un paquet de témoignages de gens qui m'écrivaient au moment des fêtes de Noël en me disant Monsieur Bouvier, je vous souhaite un bon Noël en famille parce que moi je vais être tout seul. Ma famille ne veut pas que je vienne parce que je ne suis pas vacciné, que je n'ai pas fait le test PCR, que je refuse ceci ou cela.
C'était même pire que les discussions politiques où on s'engueule à table sur la gauche et la droite, que je connais par cœur. Là, c'était tu es impestiféré, tu restes chez toi, on ne veut pas de toi. Et avec des reportages sur TF1, il y en a un, une fois que j'ai vu chez mes parents, qui m'a halluciné. Une famille où ils étaient masqués jusqu'aux oreilles, ils recevaient 17 personnes, il fallait montrer le QR code, etc. Pendant que nos ministres faisaient des dîners clandestins, figurez-vous. Et pour la petite anecdote, celui qui les organisait, il s'appelait Pierre-Jean Chalençon et je l'ai rencontré avant le Covid. Je l'ai rencontré et dans ce salon-là, il y avait aussi monsieur Loïc Le Floch-Prigent, paix à son âme. Et j'ai fait ce salon du livre à côté de Cherbourg à l'Épieu. C'était une semaine avant le confinement. Vous savez, à l'époque où il fallait sortir au théâtre, il fallait s'amuser, etc. Et le lendemain, hop, on ferme tout. Le 13 mars, le samedi soir, de 18h, où Édouard Philippe, candidat en 2027, ferme tout, bars et restaurants, et à minuit terminé. Donc imaginez l'état des bars et des restos. Et le 16 mars, nous sommes en guerre, et 17, le monde s'arrête. Et c'est là ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc. C'est pour ça aujourd'hui qu'on doit, justement, pour terminer, je dis refaire nation, mais en quelque sorte retrouver ce qu'on nous a enlevé durant le Covid. Et ça met beaucoup plus de temps que prévu parce qu'on est encore dans un état de sidération. C'est comme un tsunami où il y a encore les ondes de choc. Et il y a un état de peur aussi. Parce que ce qu'on a peur, c'est de retrouver, c'est de revivre ce qu'on a vécu. Parce qu'on pense que c'est fini, mais il y a d'autres projets par la suite. Ces projets-là, c'est pas moi qui les annonce, hein, c'est à Davos et c'est ailleurs. Hein. Ce sont des forums mondiaux où ils vous annoncent qu'ils veulent le certificat vaccinal international où vous ne pourrez plus prendre l'avion de votre vie. Et là, il y a un écologiste très bien connu qui s'appelle Monsieur Jean Covici, qui est un young leader de Davos, qui, je pense, lui, doit prendre plus que 4 fois l'avion, mais qui a une petite start-up, je crois, spécialisée dans l'écologie. Et donc, voilà, il vous dit, non, pas plus de 4 fois l'avion dans une vie, parce que vous polluez trop. Pendant ce temps-là, nos élites vont aller prendre l'avion à tire-larigot. Donc voilà, je pense que déjà, il faut mettre de côté la télé. Moi, il y a souvent cette phrase qui dit « éteindre la télé et allumer son cerveau ». Moi, j'ai allumé mon cerveau. La télé, je l'ai jetée en 2018. Terminé, j'ai échangé ça avec une bibliothèque. Et maintenant, elle devienne que pourra. Voilà. Bien, merci. Alors, pour rester et terminer, pour ma part, pour rester et terminer sur le sujet, juste cette notion de proximité et l'esprit qui a déterminé notre création d'association Nid de Plume. Pourquoi Nid de Plume? Simplement parce que dans cette proximité à Sériac et dans les alentours immédiats, il n'y a pas moins de 10 auteurs, il n'y a pas moins de 10 écrivains et écrivaines. Et un jour, on s'est dit, pourquoi pas travailler sur cette proximité-là. D'où Nid de Plume. Donc, merci encore d'être présent. Et c'est aussi une transition pour vous dire que tout à l'heure, à 2h30, on va honorer une personne du coin qui s'appelle Jean-Claude Laboucher pour son travail avec Monique Nave, puisqu'il a coécrit sur sa vie. Et il vous invite à le rejoindre à 2h30, si vous en êtes d'accord, pour un peu de l'amitié et l'honorer. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai terminé. Remercier Nicolas Bouvier qui a pas mis... Non, mais c'est pas grave, on n'est pas aux pièces là ici. C'est la liberté d'expression. C'est un vrai plaisir. Hein, merci beaucoup. Merci donc à Nid de Plume d'avoir organisé cette table ronde. Et j'espère, vous, public, que vous avez pu retenir certaines choses, vous poser des questions sur d'autres. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ça a été le libre choix de cette table ronde qui a été dans le respect. Ça a été dans le respect, ça a été une sensation de recherche, mais aussi de compréhension. Et voilà, donc on peut que... voilà, et on salue aussi la personne qui fait partie de l'association citoyen.fr. Oui, je remercie donc toute l'organisation pour l'invitation. Alors je dédicace mes livres là, sachant que demain sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Nicolas Bouvier tout simplement, j'anime la 400e émission de ma chaîne sur les personnels suspendus. Donc je reçois pendant 3h30 une vingtaine d'invités qui pendant 10 minutes vont témoigner de leur ressenti. Donc ce sont des artistes, des scientifiques, des politiques. J'aurai aussi Xavier Lemoine et Jean-Frédéric Poisson notamment. Et puis ensuite, eh bien, merci à tous déjà de votre présence. Et encore une fois, vive la liberté d'expression et restons souverains. Voilà. Merci.